Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Je suis IRM. Aujourd'hui, direction l'extrême de l'extrême, Extreme Rules, édition 2021. Avec moi, pour m'accompagner dans l'analyse de ce pay-per-view complètement déjanté, j'ai Papy. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour patron, ça va? Oui, ça va, je suis chaud comme la braise. Mais nous ne sommes pas seuls, et non, puisque Géliel est avec nous. Salut Géliel. Salut IRM, salut Papy. Salut Juliel. Bon, Géliel, qu'est-ce que j'entends derrière toi? Mais tu n'es pas seul? Salut! Salut Gaël, Gaël est là. Un petit jeune Z qui m'accompagne dans cette review aujourd'hui. Eh oui, puisque pour ce pay-per-view, nous allons avoir l'avis d'un millénial, tout simplement. La nouvelle génération, que pense-t-elle du produit WWE? Que pense-t-elle de ce pay-per-view? Eh bien, vous le saurez, puisqu'on aura la guerre des générations, hein, entre Papy et Gaël. Là, ça va clasher. Ah, ça a fighté là. Attention, prépare tes armes, Gaël. Première question. Direction le pré-show, puisque Carmella et Liv Morgan ont eu les honneurs d'ouvrir le bal dans un match qui avait été très très bien booké. Liv Morgan qui donc arrive face à Carmella. Carmella qui attrape le micro, qui balance une promo très rapide. Elle nous rappelle que c'est la plus belle, hein, ça. Je pense que là, Papy et Gaël seront d'accord, à n'en point douter. Là, les générations sont d'accord. Morgan qui à l'attaque avant même que l'arbitre ait fait sonner la cloche. Et quand le match commence à prendre un petit peu d'ampleur, Carmella place un énorme kick dans les côtes de la belle Liv Morgan pour prendre le contrôle. Un super kick pour le compte de 2. Carmella donc qui domine ce début de match. Elle explose notamment la face de la belle Liv Morgan. Elle est belle, mais là, son visage en a pris un coup. Et elle le place dans un chinlock, mais ce n'est pas suffisant puisque la princesse de Staten Island, une magnifique région de losers, place un X-Factor pour seulement un compte de 2. Liv Morgan place ensuite un Enziguri pour reprendre le contrôle. Elle écrase le beau visage, le magnifique visage de Carmella pour un compte de 2. Double knee, donc double coup de genou là, dans le visage encore. Là, on s'attaque vraiment là quasiment à la partie la plus importante de Carmella. Mais Carmella arrive à éviter le tombé. Mais Liv Morgan parvient malgré tout à placer son finisher pour la victoire. Papy, ma première question alors. Que tu aies vu le match, déjà, est-ce que tu as vu ce pré-show? Non, mais je suis épaté que tu as réussi à tenir aussi longtemps sur un pré-show, sachant très bien qu'on l'avait pas vu. Bravo, Alors, patron. Tu sais pourquoi j'ai passé du temps? Parce que je sais que nous sommes peu nombreux à regarder le pré-show, y compris parmi nos auditeurs. Je me dis que c'est presque le play-by-play le plus important de la soirée. Tout à fait. Bah, j'ai vécu le match à travers tes mots. Écoute, est-ce que tu trouves pas ça dommage que le match le mieux booké de tout ce pay-per-view ait lieu en pré-show? Alors, je trouve ça dommage, surtout quand on verra le show principal, où il y a eu un match qui n'était pas prévu, d'avoir finalement déplacé ce match-là en pré-show. Surtout qu'en plus, je me faisais la remarque avant le début du pay-per-view, c'était pas, enfin, pour moi, c'est une des premières fois où on avait un pay-per-view 100% paritaire, avec 3 matchs filles, 3 matchs garçons. Et puis du coup, le match de filles, hop, il dégage en pré-show, et tu te retrouves avec 4 matchs de mecs et 2 matchs de filles, donc c'est un petit peu dommage. Mais en plus, moi, là, je suis plutôt partisan que la petite Liv ait un peu plus de temps d'antenne pour justement qu'on n'ait pas que les têtes d'affiche côté filles, parce que c'est un peu le défaut des divisions féminines. Et donc, je regrette un peu de ne pas l'avoir vu, mais bon, c'est pré-show, donc je regarde pas. On va aller de l'autre côté du studio avec Géliel. Géliel, est-ce que, avec Junior, vous avez regardé ce pré-show? Alors, moi, je l'ai pas vu, j'ai juste vu un résumé. Mais là, par contre, sur ton play-by-play, je me suis senti vraiment dans la culotte de Carmella. C'était vraiment impressionnant. Oui, bah, ça, je veux bien le croire qu'effectivement, ce soit impressionnant. Mais du coup, par rapport au résultat, je suis très content que Liv Morgan ait gagné et que ce soit en pré-show. Voilà.
Très content pour Liv Morgan, mais c'est tout. Et toi, Gaël, alors, t'as pas fait comme ces vieux là qui dormaient déjà avant que ça commence. Tu l'as vu ce match ou pas? Non. Ah voilà, d'accord. J'ai pas- T'as rendu fier ton papa, c'est bien. Bon, pas bah, eu- messieurs, vu que ça n'intéressait personne, on va pouvoir passer à la suite. Alors, rassurez-moi, ce match qui a ouvert le show, lui, par contre, il n'était pas prévu. Non. Eh ben non, parce qu'il y a eu une bagarre. Il y a eu une bagarre dans les backstage. Il y a eu une bagarre dans les backstage entre le New Day, Bobby Lashley et Jay Styles et Omos. Ça s'est mis sur la tronche et du coup, eh ben la WWE, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend compte qu'il reste une grosse demi-heure là à remplir. Elle nous a booké donc un match pendant le kick-off. Le New Day qui affronte Bobby Lashley et Jay Styles et Omos. Alors, c'est Jay Styles et Xavier Woods qui commencent. Choix peut-être surprenant, je ne sais pas. En tout cas, on verra que Xavier Woods notamment aura eu beaucoup de grosses séquences. On en parlera un petit peu plus tard, hein. Peut-être sur l'équilibre des forces, l'équilibre des participants. Alors, le phénoménal qui essaie de prendre le contrôle, mais Xavier Woods est rapide, hein. Il contre notamment une souplesse, mais il est pris rapidement dans le calf crusher. Mais Xavier Woods s'agrippe aux cordes pour sortir. C'est Kofi Kingston qui fait le premier tag. Mais Jay Styles parvient à maîtriser. Et du coup, c'est Biggie. Biggie qui entre sous les vivas de la foule, hein. Là, Biggie est un champion très populaire ce soir. Il étale AJ Styles avec une grosse close line. Il le balance dans le coin. Et du coup, peut-être la première erreur, même si finalement Biggie le voulait peut-être un peu. Ça permet à Bobby Lashley de taguer et d'entrer dans le match. Et alors là, par contre, là, 500 kilos de muscles de Barbac sur le ring. L'Almighty n'a pas le choix et les deux costauds commencent à s'échanger des grosses taloches. Un petit peu plus tard, l'unité place son Unicorn Stampede, hein, quand il s'enchaîne là, le trio infernal qui donne des coups de sandales dans l'adversaire. Bobby Lashley qui parvient à s'échapper du ring et à reprendre le contrôle notamment. Il pulvérise le pauvre Kofi Kingston là, qui sert un petit peu de serpillère ce soir. On en reviendra, je voudrais votre avis là-dessus. Hein, le pauvre Kofi, là, son heure est passée. Il est balancé à droite à gauche et c'est Omos qui entre. Et alors là, par contre, là, c'est plus 500 kilos, mais une tonne de viande. Et Omos, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme tout le monde. Il détruit Kofi Kingston. Hein. Kofi Kingston, ce sera son rôle ce soir. Il parvient enfin à contrer le finisher de Bobby Lashley. Xavier Woods qui fait le hot tag. Pendant ce temps-là, on a Biggie qui a dormi pendant de longues minutes. Ah, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Le champion, là, on ne l'aura pas beaucoup vu forcément. Et ça s'échange. On arrive sur la fin du match. Tout le monde place un petit peu, déroule un petit peu son catch, comme dit si bien ringside. Et Biggie parvient à faire le tomber, le big ending sur Bobby Lashley pour la victoire. Eh bien écoutez messieurs, c'était un opener haut en couleur, beaucoup d'action. Moi, Gélia, je me pose une petite question. Où est passé le respect pour Biggie quand même? Que Biggie n'était pas sur la carte avant d'avoir cette brawl là backstage. C'était dur, non? Oui, je sais pas trop comment il a été booké parce que ça s'est fait effectivement au dernier moment. En plus, ça faisait quand même un moment que Biggie était séparé du New Day historique à 3. Bon, au final, ça nous a quand même fait un match vraiment super sympa, avec un truc un petit peu dysfonctionnel entre Bobby Lashley et puis Gistel et Omos, mais bon, ça passait quand même. Sur le match complet, alors effectivement, en plus tu l'as dit, il y a eu un bon moment où on l'a pas vu. Xavier Woods a vraiment pris le feu pendant une bonne partie du match. C'était assez sympa. Et puis il y a eu, enfin Lashley a également vraiment été impressionnant dans son style très très musculeux tout le long. Ouais, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi la fin en mode les New Day qui gagnent. Et puis des petites. Alors, on a vu après dans le pay-per-view qu'elle allait avoir quelque chose qu'elle allait être booké pour l'Euro là, entre Lashley et Biggie, puisqu'ils en ont parlé tout de suite après le match.
Néanmoins, il y a aussi un AJ Styles avec Lashley avec un tag qui est pas forcément apprécié par Lashley, qui entraîne d'ailleurs la défaite. Oui, parce que comme tu le dis, Lashley en fait va placer son spear sur AJ Styles par erreur et c'est ce qui a permis à Biggie de placer son finisher. Exactement, donc ça peut aussi ouvrir des histoires derrière. Voilà, bon, 3 contre 3, j'ai trouvé ça très sympa. Ça se termine bien, et puis en plus ça crée des choses, donc ça raconte des choses. Donc moi ça me va, même si c'était pas prévu au programme initialement. Bon, et toi alors, Gaël, est-ce que c'était une bonne surprise là ce match? Est-ce que tu es fan de Biggie? Bah, moi j'ai bien aimé le match, j'ai vu que j'aime bien le New Day, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que c'est plutôt dans les SmackDown et les Raw qu'il y a des matchs arrangés. Aïe, 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 ça y est, le premier pavé est lancé là. Le premier pavé est lancé, effectivement. Est-ce que. Ah, la Gaël a raison. Est-ce que ça n'avait pas un petit goût de weekly là, cet opener? Oui, un Papy. peu. Ouais. Et Ouais, ouais, ouais. Donc pas trop, puis, pas trop déçu quand même. non, j'ai quand même bien aimé. Et puis le fait qu'il y ait encore le New Day, ce serait peut-être en rapport avec la draft qu'il y aura à SmackDown. J'aimerais voir affronter Biggie. Qui On t'aimerais attend. avoir comme adversaire, prochain adversaire pour Biggie? Hmm, Allez, un grand nom là. Qu'est-ce qui te ferait rêver là, comme affiche, comme match? Biggie contre qui? contre Seth Rollins. Oh là 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 là, j'achète. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, on a trouvé le prochain stagiaire de catch-up. Stagiaire Booker. Il est là, il est déjà booker, ça y est. Ah bah oui, j'ai reçu les contrats sur la table, je suis en train de les signer. C'est bon, c'est bon. Pour la catch-up fédération que veut lancer, je ne sais plus qui d'ailleurs, a eu cette idée complètement folle. On a trouvé la jeunesse avec elle qui nous book déjà des grosses affiches. Toi, papy, ce petit Good Weekly là, t'as pas trop dérangé? Bah si, je rejoins totalement en fait Gaël là-dessus. C'est vraiment le petit good weekly avec le match prévu à l'arrache et en plus les trois, alors le New Day à la limite pourquoi pas, c'est quand même une équipe historique donc les voir ensemble ça me gêne pas trop. Mais alors les trois autres en face, Lashley plus AJ et Omos, tu comprenais pas trop pourquoi ils étaient ensemble. Surtout que c'est pas comme s'il y avait eu d'énormes interactions entre le New Day et AJ Styles et Omos jusque-là. Parce qu'ils étaient plutôt autour de la ceinture tag team, AJ Styles et Omos. Donc du coup, bah, ce line-up était vraiment bizarre, vraiment good weekly. Ça aurait été plus intéressant d'avoir lâché des gars qu'il connaît, mais bon, malheureusement, ils sont plus très copains. Mais voilà quoi, c'est ouais. Du coup, je suis pour un opener. Du coup, j'étais moins chaud que d'habitude. Le match était propre, il y a eu du spectacle, mais moi, j'ai pas été investi émotionnellement dedans. Et puis un petit peu ce Biggie, effectivement, qui était, je parlais tout à l'heure de chacun qui avait un rôle à jouer. Biggie était pas mal absent, là, il nous a fait presque une. Cette comparaison, elle est terrible, mais une Roman Reigns au Royal Rumble, il a pas mal dormi, quoi. La siesté. La petite sieste à la Roman Reigns. Et puis en plus, il y a un moment, tu vois sa petite tête passer Oui, derrière le prépare. ring. Oui, il se prépare, il est là en train d'observer. Tu dis, Biggie, qu'est-ce que t'attends maintenant que t'es réveillé? Et puis, Et c'est j'attends Omos que. aussi. Omos, on l'a pas vu beaucoup. Hein. C'est vrai qu'Omos, on l'a pas beaucoup vu. Il a fait peut-être une rentrée comme ça pour détruire Kofi Kingston, que tout le monde lui avait déjà roulé dessus. Il n'y a pas eu de gros spots en fait, finalement, alors qu'il y avait quand même des sacrés masters. Je sais pas ce qu'en pense Ringside qui fait genre on l'a pas vu entrer dans le studio. Il est là. Toc toc badaboum. Salut les amis. Ah bah voilà, le mec il attend qu'on ait fini de parler du pré-show et il arrive, voilà. Trop facile ça. Un très bon pré-show. Digne d'un main event de Rampage ou de Dynamite. Aïe aïe aïe, on a dit ah là là, on n'a pas le temps pour ça, la guerre du vendredi là, les gars. On est seulement mardi soir, on se calme. On est là pour parler de cet opener. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Oh, du beau boulot, effectivement. Bah, comme vous avez dit, hein, c'est quand même délicat d'avoir un match comme ça qui est décidé à la dernière minute façon weekly. Mais moi, j'étais convaincu par la performance des gaillards qui étaient dans le ring. Je trouve qu'ils ont fait vraiment du très très bon boulot. C'était quasiment le match le plus long de la soirée, au final. Les temps, Bon, il y a on n'est pas là, mais
Ouais, je peux vous donner les chiffres. 18 bah oui. minutes 15. Merci. Ce six-man tag. Pareil, du beau monde, hein, le New Day, ils connaissent quand même leur partition. Bobby Lashley, il est au top en ce moment. AJ Styles, ça reste un des patrons. Omos, c'est vrai qu'il a pas trop brillé, Omos, pour le coup. Quelques démonstrations de force, mais l'histoire tournait quand même beaucoup autour de Bobby Lashley et Biggie. Par contre, je m'inquiète quand même un petit peu pour Biggie, qui a effectivement été quand même un petit peu transparent, hormis le coup d'éclat vers la fin. S'il veut s'imposer vraiment dans le main event, maintenant qu'il est champion, il faudrait quand même qu'il se montre un peu plus badass, un peu plus patron du ring, quoi, quand il est dans un match comme ça. J'étais un petit peu déçu de sa performance, mais sinon l'intégralité du match, j'ai trouvé que c'était quand même du très bon boulot, les amis. Écoutez, je pense qu'on sera d'accord sur une chose, on verra ça au fur et à mesure, mais que ce qui s'est passé entre les cordes était quand même globalement d'excellentes factures pour beaucoup de matchs. On a été assez gâtés sur la qualité des rencontres. Mais effectivement, bah voilà, tout n'est pas forcément toujours au top. Et on n'en doute pas que Biggie sera brillé lors du prochain Monday Night Raw. Petit clin d'œil. Écoutez, j'espère que vous kiffez les matchs par équipe parce qu'on a enchaîné direct. On a enchaîné direct avec le match pour le championnat tag team de SmackDown. Alors c'est peut-être un choix un petit peu, d'ailleurs, moi j'ai trouvé un peu étrange d'enchaîner avec ce match-là. Les Usos, donc, qui défendent leur titre contre les Street Profits, hein, une rivalité qui revient là, qui veut pas lâcher. Alors, signe à la fois d'une bonne santé de la division tag team, parce qu'on a quand même des excellentes équipes, mais en même temps, on tourne un petit peu en rond peut-être au niveau des match-ups. Donc Jimmy et Jey Uso, donc, qui viennent défendre leur titre contre Angelo Dawkins et Montez Ford. Ford qui a les os brisés, hein. Il a tout simplement plus de côte, mais il vient quand même, hein. Le mec est là, il est présent, il a son bandage. Il compte bien défendre son beefsteak, saisir sa chance. Jimmy et Dawkins qui commencent, ça se bagarre dans les coins, gros coup d'épaule, hein. Et puis ça trash talk énormément, avec les Usos, hein, qui sortent toujours de prison. Ils sont toujours entre deux sessions en prison. Je ne sais pas d'ailleurs qui sera le prochain à voir qui a le plus de mugshot. Est-ce que quelqu'un sait là parmi vous? Est-ce que Jimmy ou est-ce que c'est Jay qui est le plus loupard des deux là? C'est Jimmy. C'est Jimmy. Jimmy, c'est le voyou là de la C'est fratrie. Monsieur Naomi. Ah ouais. Ouais. Et Monsieur Naomi, visiblement, ils aiment bien faire la fête avec Naomi. Ah oui, d'accord. Naomi aussi, elle a le droit à son mugshot. Elle s'est déjà fait arrêter. Elle a des ennuis avec la justice, non? Pas en ce moment. Elle a fait cure de désintox quand même, Oui, d'accord. Bon, bah, à une écoutez, époque. C'est peut-être elle qui a une mauvaise influence sur les deux jumeaux. Ah ouais. Mais je dis ça, je ne dis rien. Bon, bah voilà, Toujours les femmes qui prennent. les enfants, ne regardez pas le catch c'est le mal, n'est-ce pas? Ok, elle nous dira ce qu'il en pense tout à l'heure. Donc voilà, ça se bagarre, ça se trash talk. Jimmy et Jay qui forment une équipe imbattable quasiment en se focalisant sur Montez Ford, hein. Ils prennent, ils utilisent l'avantage du pauvre Montez qui est blessé. On se concentre comme ça, hein, sur la blessure de Monsieur Belair. Alors que le rythme ralentit un petit peu, hein, afin de ralentir le rythme. Mais Dawkins arrive, Dawkins, il est là pour le hot tag, hein. Dawkins, c'est un peu le spécialiste du hot tag. Ce soir, c'est lui qui va briller. Il va être là pour sauver son pote. On enchaîne les gros moves. Jimmy place un énorme kick dans la tête de son adversaire pour l'étaler. Mais Dawkins place un suicide dive et un slam sur le Uso. Il empêche ensuite Jay de placer son dive à son tour et il rentre à travers les barricades. Superplex, on place un twisting neckbreaker. C'est assez costaud là. Dawkins, il est en feu ce soir pour le compte de 2 et c'est Montez Ford qui arrive. Énorme frog splash, hein. C'est sa spécialité, hein, l'homme volant finalement. Je pense que on peut dire ça, mais l'homme volant s'écrase comme une grosse. Est-ce qu'on a le droit de dire des gros mots? Ah non, pas ce soir. Pas ce Oui. soir. Non, attention. Oui, Gaël a dit oui, une grosse merde.
C'est Extreme Rules, hein, tu peux dire des mots extrêmes. Ah oui, parce que voilà, on en reparlera plus tard, mais il n'y avait pas grand chose d'extrême à Extreme Rules, donc on va se lâcher sur des gros mots. Et puis on arrive sur la fin. Ford qui place un énorme dive sur les Usos. AJ place un Frog Splash. Non, c'est AJ se bouffe un Frog Splash, pardon. Mais les Usos finissent par placer le double Uso Splash sur le pauvre Montez Ford, qui aura bien dégusté ce soir. Il aura été vaillant, mais ce soir, il est perdant. Est-ce que ringside, tu as été épaté par finalement des vétérans, des vétérans de la division tag team là ce soir? Clairement, ouais, un putain de match d'enculé, hein, j'ai envie de dire. Alors attention, pas trop extrême non plus. Ah oui, pardon. Oui, non, encore une fois, un peu comme pour le premier match, pas très emballé par l'affiche parce qu'on l'a déjà vu une paire de fois, mais complètement convaincu par la performance, que ce soit des Usos qui sont toujours assez fantastiques dans le ring, qui savent raconter une histoire, et puis les Street Profits là qui ont quand même bien brillé ce soir. Alors l'histoire du mec blessé avec les côtes, c'est pas trop mon truc favori, mais je trouve que ça a vraiment bien fonctionné ce soir. Il y a eu quand même un festival de near fall dans tous les sens. Des enchaînements de gros spots là, avec les tentatives de finisher des Street Profits. Là, à chaque fois, on met un des Usos sur ses épaules, là, puis soit on va faire une corde à linge du haut de la troisième corde, ou alors un neckbreaker, ou tout ce que vous voulez. Donc le suspense était là. J'ai bien cru que les Street Profits allaient gagner plusieurs fois. Mais finalement, c'est encore les Usos qui l'emportent. Ouais, non, moi j'étais complètement convaincu par la performance. C'est monté crescendo. J'ai vraiment pas grand chose à redire. C'était, je trouve, une belle réussite ce match, ce championnat tag team. Papy, bon, peut-être pas le droit de dire trop de gros mots, mais est-ce que ce match n'aurait pas gagné une petite stipulation? Là, on commence à taper, allez, sur le sujet là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu passer je sais pas moi, des petites tables là, hein? Ça aurait été pas mal, des petites tables pour un match tag team. Tout à fait, ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Moi, de toute façon, je pense que dans Extreme Rules, ils devraient faire en sorte que tous les matchs soient extrêmes, au pire en mode extrême avec pas de disqualification, histoire que les gars puissent se faire un peu plaisir et tourner autour du ring sans avoir de compte, tout ça. Ça, je trouve ça dommage qu'ils mettent pas ça par défaut en fait, et avoir peut-être une stipulation spéciale, genre un match en cage en bonus. Mais je pense qu'à minima, ils devraient tous être extrêmes. C'est pas Les bête, matchs, c'est une très bonne idée. ça serait plus un peu plus raccord avec la stipulation. Parce qu'en plus, ils nous ont fait une super bande-annonce au début en nous rappelant ce que c'était le côté extrême. Ben, on l'a pas. Pour le coup, on l'a un peu moins vu du coup ensuite dans les matchs. Mais bon. Et puis sinon, pour revenir sur le match, ouais, effectivement, la blessure de Montez Ford a bien été vendue avec le nombre incalculable de near fall qu'il y a eu. À chaque fois, tu disais, ah, c'est la bonne, non, c'est pas la bonne. Et puis, dans un sens ou dans l'autre, en plus. Parce qu'en plus, ils ont joué avec les codes de se dire, ah bah non, mais là, il s'est relevé là, donc ça veut dire qu'après, il va faire le prochain bon tombé. Ah bah non, c'est toujours pas celui-là. Donc, ils ont été assez malins là-dessus. Et juste pour dire, effectivement, c'est une affiche qu'on a déjà vue. Par contre, on l'a pas vue cette année en pay-per-view, parce que si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on a les Street Profits en pay-per-view cette année. Alors là, le fact-checker, là, écoute. Au moins sur la carte principale, en tout cas. Ouais, c'est pas impossible, parce que bon, ils étaient un petit peu sortis de l'écran, si je puis dire, ces derniers mois. Bah écoute, tant mieux pour eux, parce que c'est quand même des sacrés bonhommes. Enfin, tiens, toi, Gaël, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Et est-ce que tu t'es déjà battu en ayant les côtes cassées? Alors j'ai bien aimé le match et je me suis jamais trop cassé les côtes, hein. Pas à ce que je sache. Et mais je suis un peu déçue, ouais, comme Papy, qui n'ait pas eu les règles. Enfin justement, il n'y avait pas de règles, que tous les coups étaient permis. Et j'ai été déçue que les Street Profits gagnent pas. Parce que Montez Ford avait fait quand même plein de figures. C'est quand même un sacré personnage, hein, ce Montez Ford. Je sais pas si on a déjà mesuré la hauteur de son Frog Splash. Ouais. Il doit y avoir. Il devrait faire un petit concours. Vous vous souvenez, il y a une époque où on faisait plein de jeux idiots, en mode un peu interville, la WWE. Vous vous souvenez de l'époque où on s'amusait en regardant les weekly? Ça serait bien qu'on fasse un petit concours de Frog Splash en hauteur, là. Ça serait sympa. Tu mesures en combien de Hornswoggle la hauteur?
Bon, et toi, Géliel, alors, est-ce que tu es déçu comme le fiston, là, qu'il n'y avait pas de stipulation extrême? Oui, sur l'ensemble du pay-per-view, et c'est vrai que c'est dommage, parce que là, une fois de plus, ça fait un match traditionnel, tag team, qu'on peut voir dans d'autres pay-per-view. Voilà. Sur ce match-là, effectivement, on a déjà vu. Par contre, une fois que c'est lancé, il y a pas à tortiller. Les deux équipes sont incroyables, quoi. Dawkins a commencé par nous faire un début de match fou, bien au-dessus de ce qu'il faisait d'habitude. Alors peut-être qu'il est un peu phagocyté par Montesfort de temps en temps, qui a tendance à aller dans tous les sens. En tout cas, il a fait un super bon début de match, Dawkins. Et puis après, quand il y a les Ouzo qui commencent à dérouler, c'est vraiment, vraiment sympa. Il y a absolument rien à dire. Je suis pas super ravi qu'ils gagnent à la fin, parce que voilà, j'aurais aimé un peu de changement. Maintenant, les Ouzo, c'est aussi la Bloodline, et je pense que leur destinée est pas mal liée à la Bloodline désormais dans l'histoire un peu globale avec Roman Reigns. Donc je sais pas s'ils pourraient perdre indépendamment d'une histoire un peu plus globale qui s'écrirait autrement, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment été emballé par le match. Rien à dire. Il y a 4 athlètes incroyables, et Montesford aussi. Même s'ils nous ont repassé des vidéos du beatdown par Roman Reigns de SmackDown juste avant, là, on croit pas une seconde qu'il a mal au bout quand on l'a vu faire 3 frog splash de 5 mètres de haut. Ouais, il y a eu un moment où il a pas trop scellé, hein, je crois, sur la fin. Ouais, non. Il a oublié, je pense, tout simplement. C'est- Oui, j'avais mal au côte flûte. Ah Plus oui. j'ai plus de jambes, c'est. Et donc la fin m'ennuie un peu, parce que j'aurais bien aimé voir les Street Profits gagner, mais rien à dire, quoi. La victoire des Usos, elle est méritée sur le match qui est fait, quoi. Rien à dire. Bon, on va arriver sur un match ou une feud peut-être qui fait un peu plus parler, qui est peut-être un petit peu, on se gratte un peu plus la tête peut-être, puisque ce soir, Charlotte Flair, multi-championne de la WWE, défendait son titre contre Alexa Bliss dans une rivalité à base de poupées maudites, façon Chucky. Voilà, je pense que là, on aime ou on déteste, on prend ça au sérieux ou pas, mais le match et la rivalité sont là. Alors, comme je disais en introduction, on est sur les terres d'Alexa Bliss, ce soir, Columbus, Ohio. Donc, je trouve d'ailleurs que ça a pas mal servi la qualité de ce match, puisque difficile de ne pas avoir des encouragements, une foule derrière Charlotte Flair, qui pourtant est la heel de l'histoire. Donc voilà, on a eu un match ce soir qui était un petit peu mieux calibré, j'ai trouvé, en termes d'ambiance. Et puis les filles ont délivré un match plutôt correct. C'est Charlotte qui commence à faire, voilà, à mettre Alexa Bliss au sol. Mais elle se prend une senton là, par Alexa Bliss un petit peu plus tard. Un backbreaker qui s'ensuit. Bliss voit son visage écrasé contre le ring à plusieurs reprises. Charlotte qui tente à plusieurs fois de placer des soumissions, mais Alexa Bliss arrive à la contrer, notamment avec un Hurricane Rana. Direction le turnbuckle, là, Charlotte qui se prend le turnbuckle là, assez salement. Puis ça se retrouve en dehors du ring. Charlotte qui écrase la tête d'Alexa Bliss dans les barrières d'insécurité. La championne place son double moonsault pour le compte de 2. Alexa Bliss qui parvient à contrer le Natural Selection, mais qui se mange une énorme powerbomb là dans la foulée. Le twist Bliss est évité. On place le figure 8, mais c'est contré. Un DDT dans la foulée pour un gros near fall là pour Alexa Bliss. On commence à s'approcher de la fin du match, mais c'est bien Charlotte qui va ressortir victorieuse de cet affrontement, puisqu'elle place son Natural Selection après s'être emparée de la poupée démoniaque Lily, qui a causé la distraction d'Alexa Bliss, qui ne
faisait plus attention à rien. Victoire de Charlotte. Charlotte Flair, qui va en plus après qui n'a aucun respect pour Alexa Bliss, qui la balance et qui détruit complètement. Elle déchire hein, la poupée Lily devant le public. Là, on assiste à une mise à mort de la pauvre Lily. Et oui, les images sont dures, les images sont terrifiantes. J'espère que vous avez. Vous savez que vous pouvez nous appeler. Hein, la hotline de Catch-Up est ouverte. Si vous avez besoin d'être écouté, d'échanger autour de ce qu'on a assisté ensemble, puisque même Alexa Bliss a été effondrée. Elle a très mal vécu ce qui s'est passé. Elle en bave de rage. Alors difficilement, hein, puisque on voit un petit peu l'envers du décor, hein, puisque pour baver, on a une grosse pastille hein, dans la bouche pour baver à la WWE. Alexa Bliss, donc qui rampe jusque sous le titantron. Bon, je sais peut-être que ce qui était le plus important dans tout ça, c'est ce qui s'est passé après le match, mais finalement on a eu un match de plutôt bonne facture. Papy, je sais pas si tu étais porté par cette rivalité. Ouais, Voilà. tu peux. C'est difficile de se mettre dedans, surtout que moi, si je faisais le bilan de l'année, Alexa Bliss globalement était systématiquement dans les pires matchs des pay-per-view. Hormis la fois dernière parce qu'il y a Goldberg pour faire paratonnerre, mais bon, ça ne peut pas tout le temps marcher. Et là, j'ai des craintes en me disant qu'est-ce que ça a donné, est-ce qu'ils vont enfin réussir à la sortir de son personnage, parce que j'ai l'impression qu'elle a été freinée par son personnage et qu'ils ne sait pas comment la faire catcher. Et là, elle est contre Charlotte, donc ils sont obligés de lui faire un vrai match, parce que Charlotte, faut quand même lui donner ses minutes, hein, elle vient pas pour rien. Et donc du coup, ils ont sorti un drôle de joli match, et j'ai trouvé, avec du vrai catch, pas mal de prises assez innovantes, notamment une soumission au moment où où Charlotte coince totalement Alexa Bliss, là, lui coince le cou, les bras, tout ce qu'elle veut, qui était sympathique. On a notamment pu revoir le fameux coude qui se tord dans le mauvais sens d'Alexa Bliss. Voilà, la spéciale Alexa Bliss avec son bras qui se tord. Comme tu le dis, très soutenu par la foule. Le post-match était intéressant aussi parce que la foule a plutôt bien embarqué, l'histoire de poupée, mine de rien. Effectivement, la pauvre Alexa n'avait pas la langue suffisamment humide pour faire fondre la pastille. Du coup, il y a eu 3 bulles de bave, et c'est tout. Et on a vu la grosse pastille qui reste dans sa bouche. Mais bon, c'est un détail. Ils ne peuvent pas non plus faire du 100% à chaque fois. Mais ouais, moi j'ai plutôt du coup apprécié, alors que je partais vraiment à reculons sur ce match-là. Et puis du coup, je me demande ce que ça a donné pour Alexa Bliss. Est-ce que ça augure d'une évolution de son personnage? Est-ce qu'elle va revenir en arrière? Moi, j'ai comme plus l'impression qu'elle va être encore plus tarée. Mais bon, qu'est-ce que ça a donné? Je sais pas, toi, Gilles, qu'est-ce que tu penses que ça va donner, là, cette histoire? Je sais pas trop ce que ça va donner. Je peux déjà en dire ce que j'en ai pensé. J'étais hyper frileux, hein. Comme Papy, je n'accroche absolument pas à l'histoire de la poupée et compagnie. Les différentes. D'ailleurs, j'étais assez content de voir que Charlotte ne rentre absolument pas non plus du tout dans la gimmick, quoi. Elle en a absolument rien à foutre. Et donc c'était très bien. Moi, j'aime bien. Le match, je pensais exactement que, comme Papy, qu'ils allaient avoir du mal à la faire catcher, parce qu'on l'a pas vu catcher depuis un moment, hormis quand elle invoquait, je sais pas trop quoi, là, avec Zelina Vega ou avec, je me souviens plus qui. C'était grotesque. Et donc finalement, quand on est parti sur du catch, c'est redevenu vachement plus sympa. Alexa Bliss est redevenue une catcheuse de bon niveau, hein, comme elle a toujours plus ou moins été. Et c'était vraiment très sympa. Fin de match assez costaud. J'ai bien aimé un moment. J'ai l'impression que Charlotte a fait le même mouvement avec les bras qui passent, avec la jambe qui passe devant les bras à 4 pattes, où elle a essayé de le faire à un moment. J'ai trouvé ça assez drôle. Et il y avait un autre moment assez drôle aussi, où Charlotte se fout de la tronche de Bliss, mais je me souviens plus. Je l'ai plus, ça m'avait fait marrer. Je l'ai plus, c'est pas grave. En tout cas, ça se termine avec la victoire clean. Clean. Plus ou moins clean de Charlotte, qui jette la poupée sur Alexa Bliss, qui déchire la poupée et qui s'en va. Moi, j'étais très content de la victoire de Charlotte, alors que j'aurais bien voulu que ça change un peu, mais là, je ne voyais absolument pas pourquoi Bliss aurait mérité cette victoire-là.
Et puis la fin, qui dure des plombes, quoi. On aurait dit l'entrée du Taker, quand elle s'est mise à sortir, à pleurer avec la poupée, et je les rassemble et je repère des morceaux, etc. Au secours, quoi. Donc je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais je trouve je n'accroche pas du tout à cette gimmick poupée et Alexa Bliss, quoi. Peut-être une Voilà. pub Peacock à ce moment-là, pendant cette longue séquence, effectivement, où elle commence à comprendre ce qui vient de se passer. C'est assez long. Ah Toi, oui. Gaël, pas trop traumatisé là par cette séquence douloureuse de Lily qui s'est fait déchirer en 1000 morceaux? C'est très dur psychologiquement, mais Ouais. je pense que si on coupait cette séquence, ça m'aurait pas affecté plus que ça. Parce que moi je trouve que ça sert un peu à rien la gimmick et qui et qu'il suffise que on déchire une poupée pour que Alexa Bliss se remette enfin à catcher. Ouais, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. C'était un petit peu étrange finalement, ce match-là. Ringside, tu vas me dire ce que t'en penses, mais c'est vrai qu'on a eu un catch, bah, vous l'avez dit, un très surprenant, un vrai match de catch, comme on aime dire. Qu'est-ce qu'un vrai match de catch, hein? Vous allez me dire, Yarem, t'es gentil, c'est quoi un vrai match de catch? Mais bon, ce sera l'objet d'un comptoir du catch. Qu'est-ce qu'un vrai match de catch? Mais c'est vrai que là, on a eu vraiment un. Bah, même moi, je me suis surpris, moi qui déteste cette année 2021, là, cette version-là de Charlotte qui n'arrive pas à être une vraie heel. J'ai même trouvé qu'elle fait un peu plus de travail que d'habitude pour avoir ce rôle de heel. Et on a eu en plus droit à un vrai affrontement, là, même si Charlotte, évidemment, au final, est la plus forte, quoi. Mais entre ça et puis finalement le côté très surnaturel qui a été complètement nocel par Charlotte, est-ce que c'était une bonne chose? Je sais pas. Toi, Ringside, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, pour moi, c'est le meilleur match d'Alexa Bliss depuis très longtemps. Effectivement, pour tout ce qui s'est passé cette année avec elle, c'était un petit peu la purge, hein. Elle s'est quand même mangé Nia Jax, hein, pendant un bon moment. Shayna Baszler, c'est quand même difficile de faire des trucs avec ces filles-là, surtout quand on part sur des trucs fantastiques qui fonctionnent pas. Enfin, ça a l'air de fonctionner quand même pour le public, parce qu'il y a eu quand même à la fin des chants Thank you Lily. J'ai l'impression qu'il y a une partie du public américain quand même qui reste un peu fasciné par cette Alexa Bliss là. Moi honnêtement, comme vous, hein, j'ai pas trouvé ça très intéressant, mais ce soir ils ont sorti un grand match. Charlotte qui fait le boulot, hein, comme d'habitude. J'ai bien aimé le post-match quand elle a renvoyé Valdingue et Alexa Bliss sur la table des commentateurs, hein. Oui, la C'était pauvre assez Alexa sympathique. Bliss n'a même pas vraiment eu le temps de. C'est-à-dire que même post-match, elle a pas réussi à avoir le dessus, quoi. Non, 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 elle s'est fait complètement humilier. Effectivement, le vaudou, les trucs comme ça ne fonctionne pas sur Charlotte. Euh, Bon, je suppose qu'Alexa Bliss, elle a dû cracher au visage des accessoiristes en rentrant dans la gorilla position, parce que la pauvre, elle a galéré quand même un bon quart d'heure, parce que visiblement, ils avaient décidé de lui donner du temps, hein, pour terminer cette grande saga. Et je suppose qu'elle aurait dû baver façon chien enragé, mais au final, ça ressemblait plus à d'autres choses. C'est ouais, bah c'est dommage de gâcher quand même un match qui a quand même été très très bon. Il y a quand même de l'amateurisme, hein, dans tout ça là. Le fait de pas pouvoir faire fonctionner quand même la capsule, c'est quand même un petit peu ridicule. Ouais, et personne lui a dit que pour faire fondre, il faut le mettre sous la langue. Ouais, voilà, par exemple, hein, ou une petite bouteille d'eau, hein, je ne sais pas. Mais bah, c'était zéro, non? C'est quand même à ce stade-là, dans un pay-per-view à la WWE, louper un truc comme ça. Ouais, à la Je me limite, demande si on s'est pas foutu de sa gueule, quoi, hein, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui a ouais, donné un truc qui fonctionnait pas exprès, quoi. je serais tenté de dire ce qui me dérange. Bah, ça me dérange pas tant qu'elle ait botché, ce qui est bon, même si effectivement tu dis attends, faut le faire, mais c'est genre la réal quoi. Genre t'as le Mm. caméraman qui fait un zoom énorme sur sa bouche Ouais. en plongée et Kevin Dunn aux manettes, oh ouais trop cool, qui fait alors lui qui adore couper toutes les secondes, là il est resté un Mm. plan de 10 secondes sur la pastille Ouais. Ouais, de ouais. menthe qui arrivait pas à fondre là sur la langue de la pauvre Alexa. Non, mais il suffisait de couper et puis de dire on Eh arrête oui. là, envoyer la pub. Ils l'ont déjà fait, ça, hein, écourter des séquences.
Mais là, visiblement, ils avaient envie d'aller la faire souffrir jusqu'au bout. Et je suppose qu'elle a dû gueuler quand même en rentrant dans les vestiaires, hein, parce Bah, que j'espère à sa qu'elle est. place, je l'aurais mal pris quand même. Bon. Mais c'est dommage parce que c'est peut-être sa meilleure performance de l'année. Enfin, c'est clairement sa meilleure performance de l'année. Et du coup, je suis quand même interloqué pour savoir ce qui va se passer pour la suite, savoir si on va rester dans ce personnage ou si elle va se renouveler. Ça ouvre des pistes, on verra bien. Ouais, avec la draft qui arrive, hein, beaucoup de choses se terminent et vont se relancer. En tout cas, 3e gros match de la soirée, hein, j'ai envie de dire. Ouais. C'était du haut level. Enchaîne. Juste, en conclusion, je dirais, si on m'avait dit, il y a 1 an et demi, que la storyline du film se terminerait sur un Charlotte wins, lol. Pas forcément Je l'aurais cru. cru. Ah oui, La- la logique, hein, parfois. le payoff, il est assez. Il sort de nulle part. C'est Charlotte qui a C'était gagné. pourtant la finale. logique, voyons. À la fin, c'est toujours Charlotte qui gagne. Bon, allez, comme tu l'as dit, 3e gros match. On va enchaîner sur le 4e match avec, messieurs, tout simplement, le premier match avec une stipulation extrême, puisque ce soir, Damian Priest, le champion US, affrontait Jeff Hardy et on a rajouté une vraie stipulation, puisqu'on a rajouté Sheamus dans le match. Sheamus. Et là, Sheamus, lui, c'est quoi là? Faut demander à Sheamus pour faire mousser les pastilles. Sheamus, c'est lui la stipulation extrême, puisqu'une fois que tu mets Sheamus dans un match, tu vas en prendre plein la tronche. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a déroulé. Sheamus, il était en forme, hein. Il a taunté pendant tout le match. Il nous a fait des petites danses sur le turnbuckle. Il nous a fait du trash talk. Je sais pas, il a dû avoir une bonne nouvelle ce soir. Je sais pas si vous êtes au courant. Il a peut-être eu une bonne surprise dans sa vie personnelle. Mais Gros Sheamus- broad kick pour démarrer le match, hein, sur Jeff Hardy. Hein. Ah oui, non, mais... faut lui dire qu'il en avait après Jeff Hardy, hein. Il a bien un énorme rock kick, effectivement, qu'il aura. Jeff Hardy, il a volé à travers le ring. Du coup, Damian Priest qui en a profité donc, pour tomber sur l'Irlandais, lui exploser la tronche là, sur le turnbuckle. Ça se balance dans les barricades. Matt, que dis-je? Jeff. Qui est le meilleur entre les deux? Matt, Jeff. Ce sera le sujet d'un prochain comptoir du catch. Un comeback. Ça commence à s'empiler là dans le fichier Excel. Sheamus qui se prend un dive. Damian Priest qui enchaîne là, sur les deux hommes avec un énorme flip là, par-dessus la 3e corde. Il place ensuite un Broken Arrow là, pour le compte de 2. J'adore cette prise. Le Broken Arrow, c'est vraiment une belle prise. Et puis Damian Priest est un bel homme. Donc voilà, il y en a pour les yeux. Sheamus qui chope Damian Priest ringside et qui lui écrase la tête avant d'attaquer Jeff Hardy avec un énorme backbreaker. Là, on commence à sentir là, que l'Irlandais est dans le match et qu'on n'est pas là pour plaisanter. Il se prend en plus après les 10 coups là, de Bodram, je crois que ça éclate le torse au son des guerriers celtes. Mais Damian Priest vient pour le contre. Jeff Hardy, un peu de momentum, hein, même si Jeff Hardy, là, il vient pour faire le Jeff Hardy. Hein, il vient pour en prendre plein la tronche et placer 2-3 spots sympas. Le Whisper in the Wind sur les deux hommes en même temps, notamment. Le Cloverleaf sur Hardy, qui ne va pas jusqu'à la fin, puisque Damian Priest vient briser et arracher le masque de Sheamus. Pauvre Sheamus, là, qui doit se balader avec ce masque-là. Ça doit être terrible, là, quand il va faire ses courses, il doit porter un masque sur le nez, un masque sur la bouche. On ne doit plus le reconnaître, le pauvre Irlandais. Twist of Fate sur Damian Priest, notamment, et Sheamus qui place un énorme coup de genou volant là, sur le champion pour un compte de 2. Hardy, alors là, il y a eu du petit botch sur la fin, notamment avec entre Hardy et Damian Priest, ça s'est pas très bien goupillé, mais et d'ailleurs il y a aussi je crois un autre botch un petit peu plus tôt, ou des presque botch, mais on a quand même des experts ce soir, des vétérans, même les botches finalement sont pas trop mal maîtrisés, et à la fin, heureusement, c'est Damian Priest qui peut placer, donc je crois que c'est son finisher, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a fait pour
pour gagner. Oh oui, je pense. Un roll-up sur, Ah fait non, pas un un roll-up roll-up, sur Ouais, sur Sheamus. Sheamus. Eh oui, c'est un finisher de weekly, on va dire. Voilà, le Mm. finisher des weekly, puisque en fait, Jeff Hardy se mange un 5e brogue kick. Allez, c'est parti, un 5e brogue kick de Sheamus et Damian Priest. Finalement, qui est filou, il en profite et place un roll-up sur le pauvre Sheamus. Victoire de Damian Priest dans un match, pareil, où ça s'est mis dans la tronche. Là, Géliel, je pense qu'à ce compte-là, on en a eu pour notre argent. Là. Ah ouais. Gros match là. En plus avec un Priest que je trouve vraiment très très en forme sur cette année 2021. Là, il est monté en puissance depuis son arrivée et je le trouve complètement légit sur ce qu'il fait. Donc j'aime beaucoup. En plus, il a pris de l'assurance au micro, de l'assurance dans l'expression et ça rajoute une dimension au personnage vachement plus intéressante, quoi. Et puis on voit qu'il connecte bien avec le public, ça se passe bien. Je trouve ça super sympa. Sheamus, incroyable dans son rôle de heel, prêt à bouffer tout le monde et à taper sur tout le monde. Et j'ai trouvé Jeff Hardy. Alors peut-être que il a tout mis en un match, mais en tout cas, il a été super bon sur ce match, quoi, avec des bumps de fou, des jumps de fou. Quand il fait sa Senton Bomb sur Priest qui est en train de pin Sheamus, je crois. Enfin, le truc tombe de nulle part sur la fin, c'est vraiment incroyable. C'est élevé une fois ou deux pendant le match avec Gaël, c'était vraiment top. Victoire de Damien Priest, méritée. Même si à la fin, on commençait à croire que Hardy pouvait la prendre, celle-ci, et que c'était pas volé du tout par rapport au match qu'il fait. Donc voilà, victoire méritée avec derrière Hardy pas loin et Sheamus, évidemment sur le podium vu qu'ils sont 3, ça va pas être dur. Mais en tout cas, super match. Vraiment un de mes matchs préférés du pay-per-view. Bon alors, Gaël, à ce qui paraît, tu t'es levé plusieurs fois du canapé, là, raconte-nous. Bah, moi, j'ai bien aimé le match. J'aimais bien quand Hardy faisait ses sauts, etc. J'aime bien quand ça sautille de partout. Mais je suis quand même un peu déçu que Hardy, bah, il ait pas gagné le match, quoi. Jeff qui est toujours un favori des foules, c'est ça qui est bon, c'est vrai que c'est vraiment il fait un gros travail de vétéran, là, Jeff Hardy, et la foule est derrière, et vous l'avez dit, hein, toi aussi, Géliel, là, que tout le monde aurait pu gagner ce soir et ça aurait pas été volé, donc je sais pas toi, Papy, si tu t'étais dit ça à la fin du match. Oui, bah, clairement, vu la façon dont ça a été raconté, à plein de monde, tu te dis: «Ah bah tiens, c'est peut-être lui qui a gagné». Alors peut-être un peu moins Sheamus, non pas parce qu'il était pas impressionnant, mais il avait tellement une tête à claque, tellement à taunter dans tous les sens que tu te disais: «Non mais lui, il est là pour perdre, hein. Il est pas là pour gagner». Mais il se fait plaisir, il a vraiment bien interagi avec le public, il était en feu complet. Et les 2 autres aussi, je rejoins, ce que disait, Géliel sur, Priest qui fait une superbe année aussi. Alors Sheamus, moi, c'est dans mes top chouchous de l'année là, il est même depuis fin d'année 2020, il est au-dessus de tout le monde, même, ouais, voilà. Moi, je dis carrément au-dessus de tout le monde, Sheamus. Il est monstrueux et Hardy, bah, voilà, quand tu le mets avec des bons catcheurs là, quand tu le mets pas avec je sais pas quoi, des Elias ou je sais pas quoi, bah, c'est quand même, on voit qu'il a encore des bons restes et puis en fait, c'était super bien calibré, les contres et les machins. T'en as un qui disparaissait de l'écran pour apparaître, soit avec un move fort, soit pour casser un tombé. Ouais, c'était super bien foutu. Et Ringside disait avec raison qu'on a vu 3 bons matchs pour démarrer. Et ben là, sans spoiler, et ben on passe à la vitesse supérieure là. Quatrième Et gros match. juste si je peux revenir, c'est le premier où j'ai l'impression que, alors le précédent aussi avec Charlotte et Bliss, mais très franchement, je trouve que le public a mis du temps à rentrer dans ce pay-per-view et c'est vraiment le premier où, enfin pour moi, hein, où vraiment ça a vraiment explosé dans tous les sens, quoi. Alors, il y avait eu quelques coups avec Bliss, mais on sentait que c'était plus par rapport à l'histoire qu'au catch. Là, c'est vraiment le match qui a mis le feu, quoi. J'ai trouvé que c'est vraiment le premier match qui a mis le feu. Ouais, là, je pense que GL, t'as mis le doigt sur quelque chose. Là, on commence à monter crescendo là dans l'ambiance dans le stade et on verra par le match suivant que c'était pas prêt de s'arrêter. Toi, ringside, t'étais chaud là? T'étais levé de ton canapé toi aussi? Ah ouais. Au moins pour aller me chercher.
de Un 3 verre, bières. 2-3 bières, voilà. Pour rien vous cacher. Ouais, effectivement, le public qui commence vraiment à rentrer dans le show. Moi, j'ai trouvé que le public était bien hein, ce soir. Il y a quand même Liv Morgan qui a une ovation, hein, donc ça, c'est pas tous les soirs quand même. Mais là, pour moi, ce match-là, alors c'était très très bon, hein. Il y a rien à redire. Effectivement, Sheamus, cette année, il est incroyable. Jeff Hardy, on voit bien que quand on le met dans la position, il peut carrément faire le job. Même plus que ça. Et Damien Priest, j'aime beaucoup aussi parce que il sait s'imposer dans les matchs. Il tient sa carrure de futur top star de la fédération. Il se laisse pas faire quand Sheamus le malmène. Hein, il reprend vite le dessus. Ça, c'est un truc, par exemple, que Biggie, il a du mal, je trouve. Là, Damien Priest, lui, il le tient bien, cette façon de se poster comme un babyface bien badass comme ça. Moi, clairement, pour moi, ce match-là, ça pourrait être un main event de gros pay-per-view du Big Four d'ici quelques temps. Clairement, Sheamus et Jeff Hardy, pour moi, ils ont leur place dans le main event. Plus qu'à traîner autour du titre US. C'est quand même 2 anciens champions WWE. Vu le talent qu'ils ont chacun, il n'y a pas trop de raison de les laisser quand même en mid-card. Je pense que la WWE elle devrait miser un peu plus sur ces deux-là. Et visiblement, Damian Priest aussi. Lui, il est clairement en position d'aller très loin, très très haut. D'ailleurs, la preuve, il y a eu quelques botches dans le match, mais finalement, on a 2 gros botches même, hein, quand Damian Priest il tombe du tablier du ring là, à un moment donné, une fois qu'il a esquivé les gros coups de bourrin là, de Sheamus. Et puis Jeff Hardy aussi qui tombe par terre quand il essaye de lui faire son Twist of Fate. Mais au final, on les retient pas, ces 2 botches là, quoi. C'est tellement bien rythmé dans le match, c'est tellement bien exécuté. Il y a la foule quand même qui rejoint Jeff Hardy là. C'était vraiment du très très bon catch. Et ouais, encore une fois, moi, c'est ce genre de match-là, moi, ça me déplairait pas de le voir dans le main event autour du titre WWE. Je pense que tous ces 3 gars-là, ils ont. Alors, Damien Priest, c'est peut-être un peu tôt, mais Sheamus et Jeff Hardy, je ne serais pas contre les voir monter un peu plus haut dans la carte. Parce que clairement, on voit qu'ils peuvent nous sortir quand même des matchs assez extraordinaires, quoi. Oui, moi je suis toujours très déçu de ne pas avoir eu ma rivalité Sheamus-Drew McIntyre autour du titre. Là, je pense qu'on était Ouais. passé à côté de quelque chose. Il y avait une vraie feud sanguine entre les deux. Et effectivement, pour ne pas spoiler, moi aussi, mon top award de l'année, comme l'a fait Papy, Sheamus, s'il n'est pas dans le top 3, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus, hein, parce que là, il vit une année complètement dingue, mais presque, je veux pas dire presque, pas invisible, discrète, mais il est tellement solide. Puis quand il y a un match avec Sheamus, c'est garanti que ça va déboîter, quoi. Et là, il l'a montré une fois de plus. Exactement, Bon, bravo Sheamus. bravo Une Sheamus, année de show voilà. stealer. Voilà. Oui, je pense que pour pas mal, ça peut être le show stealer, mais il y avait peut-être beaucoup de show stealers ce soir finalement, hein. Et c'est peut-être le match là qui suit. On parlait de grosse ambiance là, qui montait. J'ai nous essayer que la foule commençait à se réveiller. Ben, il était temps, puisque ce soir on a enfin le match qu'on nous a refusé la dernière fois. Becky Lynch versus Bianca Belair pour un match qui va durer un peu plus que 10 secondes, 5 secondes, 15 secondes, je ne sais plus, ça n'a pu durer très très longtemps. Le vol du siècle, le casse du siècle, hein. À croire qu'elle s'inspire beaucoup de son chéri, Becky Lynch. Ce soir, la Rookie vient défendre son titre contre Bianca Belair, qui avait récupéré son spot à The First Contender dans un Fatal 4-Way. Pas foireux, notamment. Fatal 4-Way, c'est pas mal, mais c'est comme ça. À Catch-Up, on invente des termes en beau de chant, c'est beau, c'est magnifique. Gros rematch, hein. Après SummerSlam, c'était en 26 secondes. C'est vrai que le match avait eu le temps de démarrer un petit peu. Mais c'était une grosse surprise, hein, un de ces moments chocs que la WWE aime bien nous concocter. Becky Lynch, qui offre quand même une poignée de main avant que le match commence. Elle manque pas d'air, hein, Elle manque pas d'air face à Belair, hein, qui du coup refuse, hein, la poignée de main. Tu penses, toi, Rickson, qu'elle aurait dû quand même
accepter la pole. Non, elle aurait pas dû. Elle Peut-être aurait aurait dû attaquer Becky Lynch avant même que la cloche sonne. Bianca Belair. pas- Il était avant maligne même un que petit peu. en trop là. Mm. Bordel, là. Bah oui, elle est pas censée être, elle est pas contente, Bianca Belair. Mm. Elle est pas contente. Elle garde le sourire, elle garde le smile, mais on sent qu'elle bouillonne, qu'elle a la rage. Et d'ailleurs, Becky Lynch, qui ne manque pas de culot, qui quasiment essaie de placer son KOD. Non, c'est justement Bianca Belair qui essaie de placer son KOD assez rapidement dans le match là. On sent que les deux veulent en finir rapidement pour montrer qui est la plus forte. Les deux ont leur compte à régler. Becky Lynch qui va tenter quasiment tout le long du match de placer son disarmer, mais ça n'a pas marché tout de suite, hein. Mm. Puisque Bianca Belair, elle balance Becky Lynch à droite, à gauche, elle place son body slam. Ce soir, elle a fait une démonstration de force pour ceux qui n'étaient pas encore au courant qu'on a là un spécimen physique. Mais voilà, on est qu'au compte de 2. Donc Bianca Belair qui continue à placer des dropkicks, qui balance Becky Lynch à droite, à gauche. La foule est divisée, mais elle est divisée dans le bon sens, puisque on a des chants EST, des chants Becky, là, on ne sait pas trop pour qui encourager, là, c'est à vous de choisir, hein, la Rookie ou EST, Becky Lynch qui tabasse Bianca Belair dans le coin, on place un running leg drop là, mais c'est loupé, alors énorme souplesse là de Bianca Belair. Becky Lynch qui... alors c'était très intéressant pour moi ce match parce que je voulais voir à quel point elle a adopté. Vous me direz ce que vous avez pensé si vous avez trouvé justement qu'elle a adapté son catch par rapport à son nouveau positionnement là, de heel. Qui place donc beaucoup de soumissions, hein, qui est un peu plus filou, un peu plus opportuniste, la Becky Lynch, je trouve, là, dans son catch, même si ça a toujours été une brawleuse, une bagarreuse, hein. Mais là, elle est un peu plus moins réglo. Mais à chaque fois, Bianca Belair parvient à casser les tombées. Là, la soumission, elle ne passe pas. On se retrouve à l'extérieur du ring. Bianca Belair finit la tronche dans les escaliers de fer. Là. Terrible, hein, terrible image. Je ne souhaite à personne de trébucher dans les escaliers de fer de la WWE. Cela est extrêmement douloureux. Descente de la cuisse, magnifique, très musclée, hein, de la maman là, qui parvient à avoir malheureusement seulement un compte de 2. Ça s'échange des gros coups dans la tronche, ça se balance, des near fall. Et puis alors là, la foule est en délire parce que Bianca parvient à positionner l'Irlandais sur ses épaules pour ce qui semble être le finisher. On se dit c'est incroyable, la jeune Bianca va pouvoir récupérer son titre, mais non. La gâcheuse de fête est de retour. Sasha Banks vient pour le run-in. Elle pousse Bianca Belair, ce qui cause évidemment une disqualification. À ce moment-là, on s'en fout de savoir qui gagne via disqualification. Du coup, c'est Bianca Belair parce que c'est elle qui a attaqué en premier. Elle détruit à l'attaque Bianca Belair. Elle n'est pas contente. On se souvient que Sasha Banks avait été... vous me direz si vous savez pourquoi d'ailleurs. Pourquoi elle avait été... si on connaît le fin mot de l'histoire, ou s'il va falloir attendre le weekly. Pas contente, elle avait été écartée du match. Et Becky Lynch, qui fait un petit peu sa Seth Rollins, là, qui essaie de lier l'amitié, de gratter l'amitié auprès de Sasha Banks, mais ça ne passe pas. Elle aussi est passée à tabac. Et ça se termine sur cette image incroyable. On est frustré parce que le match n'a pas été jusqu'au bout, mais... est-ce que ça nous met pas l'eau à la bouche, là, cette triple frite qui s'annonce, mon bon Ringside? Ah, ça, forcément, hein, moi, le retour de Sasha Banks, c'est tout ce que j'attendais. Justement, avant que le pay-per-view, pendant le pay-per-view, ou du moins quand le match a démarré, je me disais, mais où est passé Sasha Banks, en fait? On n'a jamais eu le fin mot de savoir pourquoi elle avait disparu. C'est une question qu'on se pose tous les 3 mois avec elle, depuis qu'elle a commencé. Oui, c'est vrai qu'elle a tendance à disparaître, pour une raison ou pour une autre. Écoute, chacun sa vie privée, hein, va savoir. Oui. Elle Nous sommes pas là pour n'était juger. pas contente de sa nouvelle coupe de cheveux, le temps qu'elle Là, s'y ne habitue. nous regarde pas. Voilà. Donc du coup le match était très bien, hein. Franchement les démonstrations de force de Belair, Becky Lynch qui nous montre qu'elle est toujours au niveau, hein. Les grosses descentes de la cuisse là comme tu disais, c'est quand même super impressionnant. C'était un très bon match qui se conclut par le retour de Sasha Banks qui met un peu tout le monde à l'amende. De toute façon je pense pas qu'il y aurait une conclusion satisfaisante en 1 contre 1 parce que faire gagner Becky Lynch, ça enterrait un peu Bianca Belair.
faire perdre Becky Lynch, ça aurait été un peu faire péricliter un petit peu le truc Becky Lynch. Voilà, le coup de SummerSlam, ça aurait été un coup dans l'eau. Il y aurait pas eu de résultat satisfaisant, quoi qu'il arrive. Donc autant terminer avec ce retour en force de Sasha Banks. Ça nous ouvre la possibilité d'une triple frite quand même qui a l'air assez alléchante comme ça sur le papier. Donc encore une fois, hein, pour la 6e fois ce soir, gros match et un bon booking de fin. Donc là, on est plutôt bien servi dans ce Extreme Rules. Et puis chapeau à nos 3 participantes là, qui ont fait du très très bon boulot. Bianca Belair, elle est quand même assez incroyable, tout en puissance. Et Becky Lynch, on voit elle est toujours au niveau. Ouais, beaucoup d'émotions, hein, en plus sur le visage des participantes là. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de storytelling quoi, finalement. Ouais, on sentait qu'elles étaient dans leur histoire hein, quand même. Ah ouais, chacun était vraiment dans son personnage, la vétéran là, qui dit bah voilà, je suis la meilleure, je vais te montrer, voilà, la boss est de retour. Et puis la jeune là, qui elle s'est fait un peu voler son moment, hein, qui veut lui montrer que bah non, il y a de la place pour tout le monde et surtout pour moi. Et j'aime beaucoup quoi. Il y avait vraiment aussi une bataille d'ego là entre les deux qui s'est jouée et on avait tout, j'ai trouvé, hein, vraiment dans la lutte et la psychologie, on aime ça et on a évité un traitement Rhea Ripley pour Bianca Belair. Bon bah voilà, c'est Exactement. des deux, c'est elle qui s'en sort le mieux pour l'instant. Mon bon papy, pas trop déçu toi que ce match soit terminé par une DQ? Ça serait pas arrivé, ce serait pas arrivé si on avait suivi ton idée, toi? Certes, mais dans ces cas-là, t'aurais trouvé une pirouette pour dire qu'il aurait attaqué quelqu'un et du coup, il aurait fait le tomber en loser Becky, puis il aurait attaqué Becky ou j'en sais rien. T'aurais trouvé une excuse quoi, pour t'en sortir. Mais non, mais pas déçu que ce soit une DQ en l'occurrence, parce que en fait, finalement, tu sortais même pas après avoir le match comment ça s'est terminé. Quoi. Tu t'en as pris plein les yeux, les 2 filles. Alors, Sacha fait une belle intervention, un beau run-in à la fin, mais bon, je vais pas m'apesantir dessus. Je suis aussi très content de la voir revenir. Je sais pas si on aura la triple frite, vu qu'on a la draft qui arrive juste au coin de la rue, mais bon, on verra bien. Et pour revenir du coup sur les 2 filles qui se sont battues, moi j'étais épaté quoi, entre la brawleuse Becky et la powerhouse Bianca. Les filles, quand je vois ces matchs de filles-là, je me dis, il n'y a plus grand-chose à envier aux mecs hein, quand à ce niveau-là, avec des filles comme ça. Hein. C'est vraiment du très très bon boulot. Becky, j'avais des gros doutes en me disant est-ce qu'elle est revenue, parce qu'en plus elle a passé tout le début du match à esquiver les coups, faire le tour du ring. Je me suis dit, j'espère qu'elle gagne pas du temps pour pas catcher parce qu'elle a pas le niveau. Et ben non, c'était juste pour faire monter un peu le côté heel. Parce que derrière, elle a vraiment déroulé. Là, elle est au top niveau. C'est vraiment impressionnant de la voir revenir si vite à un gros niveau. Ça prouve vraiment son talent. Et Bianca, on parlait de chez Monsieur tout à l'heure, mais Bianca, c'est quelque chose aussi. Hein. C'est vraiment la grosse révélation de cette année. Elle est monstrueuse. Côté féminine, elle a une constance en plus dans ses matchs que j'ai rarement vu. Tu lui mets n'importe qui en face, elle arrive à te sortir une belle performance. Là, c'est vraiment la grosse pioche, Bianca Belair. Hein. Et puis, j'espère vraiment, Paul, que ça va continuer. Alors, peut-être un petit peu développer son personnage, tout ça, parce que la petite fille est toujours au bord des émotions. Il faudra peut-être à passer un peu plus à autre chose, mais bon, sinon, le reste est vraiment top niveau, quoi. C'est bien revoir son entrée un petit peu. À qui a Bianca Belair? Ouais, sur la petite danse là en arrivant. Arrête de se taper sur les fesses. Voilà, ça oui, pas mais c'est bien. Hein. Ouais, c'est pas très sérieux, mais c'est bien. On va voir dans le développement du personnage. Peut-être justement, c'est la fête est finie. Hein, c'est la bienvenue dans le monde des adultes avec Becky Lynch qui a montré que moi aussi, à l'époque, j'aimais m'amuser. Là, je faisais du cosplay steampunk. Regarde maintenant, aujourd'hui, je suis une badass qui casse les tronches et qui arrive en camion dans les pay-per-view. Va falloir grandir, ma petite. Géliel, alors, je sais que voilà. Gaël est parti se coucher. Voilà. C'est le gros spoiler de la soirée. Voilà. Gaël effectivement, on s'est demandé si on le cachait ou pas, comment on allait tourner ou pas. Mais effectivement, il est parti se coucher. Donc... Voilà, comme Biggie dans le match, dans l'opener. Faut dire qu'il est 3h du matin quand on enregistre. Et que... Là, il fait pas le tour il a les cours demain, quoi. Bon, du coup, j'ai une question pour toi, Gélia. Je voulais juste savoir par rapport à ce qu'a dit Papy juste avant. T'es dans la rue, tu te balades.
Il y a Chimus sur le trottoir de gauche. Il y a Bianca Belair sur le trottoir de droite. Qu'est-ce que tu fais? Je vais quand même, voir du côté de Bianca parce que l'autre Irlandais énervé là, je le sens quand même encore plus dangereux que. Alors même si je pense qu'elle doit pouvoir me soulever sans problème, hein, c'est pas le souci. C'est pas le souci. T'as envie Mais de te quand faire même, soulever, on a compris, ok. voilà. Et donc, je pense elle s'est peut-être posé la question, d'ailleurs, Becky, quand au moment de rentrer sur le ring. Je reviens sur ce que vous disiez par rapport au personnage de Bianca. Je retrouve aussi un petit peu des choses qu'on voit chez Rhea Ripley, justement. Alors, c'est peut-être dû à l'ancienneté qu'elles n'ont pas encore. Il y a un moment à l'intro, on a vu aussi Bianca qui était tout sourire, quoi. Elle était toute contente. Ouais. Alors après, elle reprend le truc. Mais voilà, et je pense que si elle doit évoluer, ça passera sans doute par une évolution d'alignement de son perso, et quand elle en sera capable, je suis pas sûr qu'elle en soit encore, encore capable, quoi. Au moins au niveau de la gestion des émotions ou voilà, de ce qu'elle peut faire en promo et au micro, quoi. Ouais, moi, t'as raison de soulever ce point-là. Alors, c'est un micro-événement, mais effectivement, pendant l'entrée de Becky Lynch, elle était trop sourire et je me suis dit, ah, ouais, c'est fini. Là, tu pouvais faire ça à WrestleMania face à Sasha Banks parce que c'était un moment génial, plein d'émotions. Mais effectivement, là, il va falloir jouer sur d'autres partitions, pardon. Effectivement, mais il y a encore beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de potentiel là, Ouais, c'est encore une rookie en vérité. pour Bianca. Elle Ouais, est montée ouais. très haut, très vite, mais Elle est Clairement. toujours là. Elle est toujours là. il y a une marge de progression. Et sur le match en tant que tel, super match, hein, rien à dire. Becky a essayé d'ancrer un peu son côté heel en se barrant, en faisant du Sami Zayn, du Seth Rollins, où il fuit le ring et compagnie là. Ça marche pas mal. J'ai pas vu, alors je suis peut-être pas assez finot, mais j'ai pas vu grosse évolution au niveau du catch de Becky. On voit que par exemple le Roman Reigns, quand il avait basculé heel, il avait changé complètement certains. Alors il est revenu un peu dessus, mais il avait changé complètement certains moves. Là, ça se voyait surtout dans son attitude, moins dans le geste, mais peut-être que ça se voit en étant un peu plus fin. Euh, Sinon, ouais, super match. Et effectivement, là, on est à 10 000 km maintenant de ce qu'on avait pu voir du temps des divas, quoi. Et on a Oui. vraiment des matchs de fou, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Il y a Bianca Belair qui soulève Becky Lynch à bout de bras, qui les balance et ça contre et ça revient. On a des leg drops de l'espace. On sent que ça fait mal en plus. Il y a une espèce d'impact dans les coups qui est vachement plus. Sans doute parce qu'elles sont beaucoup plus athlétiques. Ça rend beaucoup mieux et c'est plus crédible et puis c'est plus agréable à regarder. Et voilà, c'est ce qui fait aussi que c'est plus intéressant, au-delà du côté agréable, c'est aussi plus intéressant à suivre les histoires quand elles se foutent dans le nez, quoi. Après, l'arrivée de Sacha, j'étais pas ultra fan, mais il y a eu pire après, sans spoiler, donc voilà, au niveau de la fin de match. Mais ouais, pourquoi pas? Comme vous l'avez dit, en fait, à vous écouter, j'ai un peu changé d'avis. Je suis effectivement pas sûr qu'il y avait une bonne fin à cette histoire-là. Et que l'arrivée de Sacha, du coup, ça permettait de protéger un peu tout le monde. Et finalement, c'est une bonne analyse. Maintenant, effectivement, avec la draft, tout ça pour ça, puis si ça part dans tous les sens après, ou un coup à gauche, un coup à droite, je sais pas. Alors, Bah, ça faisait une fin de match qui était pour moi pas forcément extra, mais le match en lui-même était tellement fou donc il n'y a pas rien à dire, quoi. Super match. ouais, bah, en fait, je te rejoins moi aussi, hein. Je t'avoue que quand il y a eu le run-in et le DQ, j'ai fait: «Oh mais non!» Enfin, mais c'est parce que j'étais tellement à fond que je voulais aller voir un vrai match, quoi et je me suis dit: «Ah, c'est Une pas vraie fin. possible» et puis, c'est vrai qu'après coup, enfin, tu vois, quelques minutes après, je dis: «Ouais, effectivement, ouais, bah, tout le monde est protégé, puis la triple frite, ça va être cool». Donc ouais, voilà, enfin, il y a des bons DQ et il y a des mauvais DQ et celui-ci, bah, c'était un bon DQ, quoi. Ouais, c'est une bonne intervention, voilà. Je sais que des fois, ils en abusent, mais là, finalement, puis il y a un historique, il y a tout ce qu'il faut. Elles vont tout nous expliquer, là, Sasha Banks. Elle va nous parler avec sa grosse patate dans la bouche, là, sa patate toute chaude, et puis elle va nous expliquer pourquoi elle a fait ça. Et puis vous saurez tout. Moi, ce que je proposerais bien, Papy, tu me diras ce que tu en penses, toi qui as toujours des super bonnes idées, mais et pourquoi pas régler ce triple frite dès ce vendredi à SmackDown? Comme ça, histoire de la draft, on s'en fout. Ah, bah oui, en plus, vu qu'ils aiment bien en ce moment mettre des matchs de prestige en weekly, Eh c'est oui. sûr que je préfère voir un triple threat avec Xi Lock revoir un match de Nakamura. Hein. Ah, ouais, d'accord. Pour Nakamura, je pensais pas. Excuse-nous, Shinsuke, je pensais pas prendre un petit taquet là, mais. Excuse-nous, Il Shinsuke. avait rien demandé.
Pauvre vieux. Il dit oh, pour une fois qu'on dit pas de mal de moi, Ketchup, bah tiens, boum. Allez, c'est cadeau. Bon, bah, Gillian nous disait que il avait peut-être des choses à dire sur ce qui allait se passer. On arrive au main event. Je suis pas content. À la tête de la table, Roman Reigns, champion incontestable et incontesté de SmackDown, champion universel, qui ce soir affronte le démon. Le démon, c'est pas juste Finn Balor, non, c'est le démon, puisque effectivement le démon est arrivé en weekly, Finn Balor avec sa petite lumière rouge qui nous avait teasé. Donc un nouveau challenge, hein, un nouveau challenge pour Roman Reigns, toujours une grosse ambiance là, on a comme deux grosses entrées, hein. L'entrée de Finn Balor qui fait toujours soulever les foules, l'entrée de Roman Reigns ça qui donne des frissons, hein, avec ce t-shirt, je sais pas si parmi vous il y en a qui ont acheté le t-shirt là de The Bloodline. Non. Non, voilà, c'est vrai que les Ah, temps sont mais c'est durs, à les cause des temps sont impôts, durs, hein, voilà. les temps sont durs. J'ai dû changer ma machine à laver. Ouais, et là, ouais, t'as mensualisé, donc c'est vrai que voilà, un Il petit faut savoir appel, le hein. porter, quoi. Mm. Mine de rien. On n'a pas tous la carrure de Roman. Hein. Voilà, un petit appel aux futurs candidats, là, Jean-Luc, Eric, si vous nous écoutez, futurs candidats pour l'année prochaine, là, voilà, peut-être, voilà les problèmes des vrais Français. Des t-shirts Bloodline, ils arrivent quand les t-shirts Bloodline? Mm. Voilà, mettez ça, voilà, dans les 50 engagements pour une France qui se lève. Ça pourrait être, ouais, ça, tu peux placer ça, tu peux placer ça. Ils sont même pas obligés de la tenir, c'est un engagement qu'ils sont pas obligés de tenir. Bah oui. Les autres. On les attend en tournant là-dessus. Bon, un engagement qu'ils étaient obligés de tenir, comme c'est de nous offrir un gros main event ce soir. Il n'y avait pas le choix après tous ces gros matchs qu'on a eus. Et ben ça se rentre dans l'art, là, ça s'agrippe dès le début, même si là, le chef tribal pousse le démon là à terre. Mais le démon se relève immédiatement et c'est reparti. On s'échange des kicks là dans la jambe, là, le pauvre Roman Reigns, il se prend des gros coups de pied. Mais lui, il balance des gros coups de coude. Et pour étaler l'Irlandais, Samoan Drop pour le compte de 2. Et là, il va chercher un kendo stick. Ah, bah d'accord. Kendo stick, c'est visiblement l'arme de prédilection. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. C'est le premier vrai match à stipulation ce soir. L'histoire de Sheamus, c'était une blague. C'est le premier et dernier match de stipulation extrême rouge. Donc voilà, on va appeler ça comme vous voulez. Tous les coups sont permis, no DQ, la totale. Donc le chef de la table va chercher un petit bâton, un bâtonnet, un cure-dent, un Mikado finalement. Hein, quand on voit le gros bâton de Finn Balor, j'ai vu le gros bâton de Finn Balor, et il est gros, et il est rouge, il est peint. En fait, c'est plusieurs bâtons qu'il a accrochés ensemble, plusieurs sticks. Il avait tout prévu celui-là. J'imagine le mec, le démon qui arrive le matin en peinture, il va. Ouais, qu'est-ce que tu fous là, démon? Ouais, je prépare le match pour ce soir. Qui met son petit son gros kendo stick là sous le ring. Et puis du coup, le Roman Reigns, il s'en prend plein la tronche, il se fait éclater à plusieurs reprises. D'ailleurs, il a été un peu con, Finn Balor, avec la foule à un moment donné, c'est qu'à un moment, je sais pas si c'est là ou c'est un peu plus tard, à un moment, il reprend le possession du kendo stick, là, son gros kendo stick, et il le montre à la foule en disant vous voulez que je le tape avec? La foule fait ouais, et il le jette par terre. Il fait, ah bah non. Je fais oui, et on reconnaît bien là le babyface. Oui, beau travail de babyface de Finn Balor. Bon, petite anecdote, mais voilà, dans une époque où parfois on a un peu de mal à bien définir qui est le gentil, qui est le méchant, il dit Finn là quand même, attends, voilà. Je pensais quand même qu'il allait s'acharner un peu plus. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça, voilà. Le fait est que le démon, là, avec un gros kendo stick comme ça, j'aurais bien aimé plusieurs séquences où vraiment il le détruit en fait, il le détruit. Peut-être qu'il aurait été un peu trop doux, Finn Balor ce soir, hein. Vous me donnerez votre avis. Lui, par contre, le chef de la table, lui, c'est un vrai heel, parce que la foule réclame des tables, pardon, et Roman Reigns, il dit, bah non, pas de table, hein, pas de table pour ce soir, non, ce sera une chaise, et du coup, le démon, il bouffe les barreaux de chaise, là, lui, après, il va chercher la table, mais il n'y parvient pas, puisqu'il se prend un énorme drive-by dans la tronche, et alors là, moment... Je pense une image assez incroyable. D'ailleurs, je sais pas, vous allez me dire si vous avez vu quand ça s'est passé, puisque les deux hommes vont se retrouver à l'extérieur du ring.
parmi la foule, à la faveur d'un Finn Balor qui se fait balancer par Roman Reigns. Et ça se tape dans la foule. Et puis je lui dis à un moment donné, mais attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il a sur le visage, Roman Reigns? Et ben Roman Reigns, il avait mis un petit masque Covid, là, qu'il avait mis pour la bagarre dans la Oui. foule. Eh ouais. Parce que c'est vrai que le mec ressort de 5 leucémies là. Donc, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Et après, je fais, ah oui. Et c'était assez bizarre. Je sais pas, vous allez me dire, allez, on fait une petite pause. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là? Tiens, ringside, toi, je t'entends rigoler là. On rigole pas avec la santé d'un homme. Tout à fait. Non, mais je trouvais que ça lui allait vachement bien, le masque Mais oui. à Roman Reigns. Hein. Il aurait pu avoir un gimmick comme ça de mec masqué, façon Kane. Mais sinon, ouais, non, ça fait bizarre quand même de le voir. Mais c'est surtout qu'il y a Paul Heyman qui lui donne Oui, c'est pas le mec qui le le donne. masque juste avant qu'il rentre dans la foule. Ouais, bah quelque part, c'est logique, mais bon, c'est marrant de se dire que le mec, il est prêt à se prendre des coups de kendo stick dans la gueule, de traverser des tables, etc. Mais il va quand même mettre le masque pour aller dans le public. On vit une drôle d'époque, hein, tout simplement. Ouais. Une image, une image à l'image de cette drôle d'année là. Moi, je me dis quand même, parce que on nous dit ouais le masque, on va pas parler des vax anti-vax. Hein. On dit le masque c'est pour pas contaminer les autres, mais là clairement c'était pour protéger Roman Reigns. Oui. Je me dis s'il faut vraiment, enfin peut-être, tant pis, il fait pas cette séquence dans la foule parce qu'en plus ça n'a pas apporté grand chose. La foule était contente, mais Il prend des risques. Hein. Ouais, je me suis dit. C'est peut-être lui qui voulait, hein, c'est peut-être lui qui souhaitait Après. absolument donner quelque chose de plus au public et qui du coup a pris le maximum de Ça, c'est sécurité quasi par rapport à certain, cette situation. Hein. Donc, Ah ouais. et ils l'ont vendu aux commentaires parce que les commentateurs, du coup, Cole et notre ami, merde, comment il s'appelle? McAfee. McAfee. Ils ont joué dessus en disant oui, c'est parce qu'il veut pas salir au milieu de la foule, nanana. Enfin, tu sais, on renforce un peu le côté heel. Moi, sincèrement, ça m'a pas choqué du tout, connaissant justement et j'ai même limite trouvé ça prouvant encore plus son investissement, de dire putain, le mec, il est quand même prêt à aller mettre un masque parce qu'il devait pas respirer, putain, pour faire les prises qu'il a fait derrière, quoi. Bah, il a quand même fait ça parce qu'il avait vraiment envie de faire ses spots au milieu de la foule. Donc, respect Roman, moi je dis. Hein. Ouais, non, c'est effectivement c'est une image étrange, mais ouais, qui montre bien l'investissement total du Samoan dans ce qu'il fait, quoi. Et il faut effectivement, Alors faut que Finn Balor, l'apprécier. rien à foutre. Hein. Balor, il crachait des sur la molars. langue. Il crachait des molars. Ouais. Connard irlandais, là. Mais c'est vrai qu'en plus, Roman Reigns, vous voyez, il avait sa petite fiole là, de désinfectant là, qu'il mettait toutes les minutes. Là. C'était à chaque Samoan Slam, hop, il mettait un petit coup de désinfectant. Bon, allez, on revient au match, on sort de la foule. Là, c'était sympa, mais on va pas. Ils ont été quand même s'exploser sur la table du panel de kick-off. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, sur le panel. Ouais, ils sont allés sur le panel. Ouais, il y avait une. C'était cette table-là qui était un peu en vert, exactement. Ils avaient déjà fait ça avec AJ Styles. Roman aussi, Roman Reigns et AJ Styles, je sais plus, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, j'ai fait un peu le même spot là, d'aller se battre sur la table du kick-off. Je trouve que ça a de la gueule, ça, moi j'aime bien. Ouais, on montre un peu que tout ça, c'est un tout, quoi. Hein. Il y a la bagarre, le risque peut venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Et puis ça se retourne contre lui, hein, Roman Reigns, puisqu'il va passer à travers la table avec un flying crossbody là, du démon. On retourne sur le ring. Roman Reigns passe Balor à travers une table. La table qui avait sorti Balor sûrement un peu plus tôt. Oui, les gens voulaient des tables ce soir. Et oui, ça s'est retourné contre leur chouchou, bien fait. Cher. Ça se met dans la tronche, Superman Punch pour un compte de 2. Le démon qui contre magnifiquement là, le spear pour ensuite placer un Sling Blade. Roman Reigns place un spear et là, incroyable, 1, 2 et simplement 2 puisque Finn Balor, le démon kick out sur le spear. Là, c'est la folie là, on se dit mais où va-t-on et surtout, il a kick out en mettant un gros coup dans les valseuses. Oui. C'est malin. C'est malin. Je sais pas trop à ce moment, c'est pas trop s'il a fait exprès ou pas. On se dit c'est peut-être parce que les couilles de Roman Reigns sont tellement grosses que t'as pas le choix en fait. Obligé de taper dedans à un moment donné ou à un autre. Mais ouais, donc c'est extrême ce soir, hein. C'est extrême. Donc on peut se taper dans les coucougnettes sans risquer d'être disqualifié. Coup de grâce
un petit peu plus tard, et là, l'intervention des frangins Ouzo qui viennent empêcher le tombé. On se dit à ce moment-là, c'était bon, et ben non. Il se prend un double super kick là, à droite, à gauche. Mais le démon parvient à se débarrasser de Jay à travers la table, avec Roman Reigns qui jaillit dans l'écran et qui pulvérise le démon à travers la barrière d'insécurité. C'était magnifique, là. Holy shit, comme on dit, la merde sacrée, la merde sacrée. Là, et là, alors là, un truc, là on passe dans une autre dimension, puisque on passe lumière rouge, on entend des battements de cœur, on me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Finn Balor est pris de spasme, et il ressuscite devant nos yeux. Un peu en décalé, l'espace. Ouais, Ah oui, non, alors c'est pas du tout synchro, visuellement, c'est pas terrible, on peut dire. Ils n'ont pas trop révisé. C'était un peu grotesque, effectivement. C'était un peu grotesque. Finn Balor se réveille, tel l'Undertaker, tel le Fiend, j'oserais dire. Dans une lumière rouge, un mec qui nocelle. On a déjà vu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Alors là, il déroule le pauvre Roman Reigns à coups de chaise, là. Il le passe à travers une table encore, mais il y avait combien de tables ce soir, je ne sais pas. Mais il y avait beaucoup, avec un énorme running dropkick là, et au moment où il s'apprête à placer le coup de grâce, alors que sa musique continue, c'est un vrai bordel, je sais pas, l'ingé son là, qu'est-ce qu'il a foutu, mais il y avait quand même le theme song. Qui Lumière continue. rouge, brouillard, theme song. Amusez-vous. On ne le voyait pas, le mec, on voyait pas. Et même quand la musique, on dit, bah la musique va jaillir au moment où t'as les gros beats là, de sa musique, mais non, et là, un truc, je pense que c'est ce dont Géliel va vouloir parler un petit peu plus tard, et ça a fait hurler les autres membres de la rédaction sur le Discord, c'est, eh ben oui, la corde est brisée sous les pieds de Finn Balor qui s'effondre comme une grosse merde, et Roman Reigns place son spire pour la victoire. Alors là, je pense que c'était les montagnes russes pour le public, c'était les montagnes russes pour tout le monde, mais c'est bien Roman Reigns qui gagne. Je ne sais pas vous, mais ils ont quand même réussi. On va en reparler, hein, évidemment, de ce finish, mais on peut pas dire qu'ils n'ont pas été à fond pour nous faire croire à la victoire du démon. Ah oui. Ouais. Ringside y a cru jusqu'au bout, là, c'est pas possible. Jusqu'au bout, moi en plus je suis un énorme fan de Finn Balor. Ça fait des années que je ronge mon frein à attendre qu'il revienne dans le main event, qu'il remporte à nouveau le titre, parce que c'est quand même le premier champion universel de l'histoire, souvenons-nous. Dommage il est en sucre un petit peu, Finn Balor, donc il s'est cassé l'épaule à l'époque. Voilà, il était sur la touche. Il est revenu, et depuis qu'il est revenu, il a jamais tutoyé le main event. On l'a même renvoyé à NXT, il était au purgatoire de NXT depuis 1 an là. Leur voilà à 2 doigts de gagner le truc. Alors je pensais vraiment que du fait de la stipulation, il y allait avoir, je pensais, une intervention de Brock Lesnar qui allait venir mettre une pile à Roman Reigns et laisser gagner Finn Balor, un peu à la manière d'Eddie Guerrero il y a quelques décennies. Alors encore mieux, on voit les nouveaux pouvoirs magiques du démon là, qui lui donne un second souffle en toute fin de match là. Il va défoncer Roman Reigns, et alors il y a déjà ce truc bizarre de la musique qui... J'ai l'impression qu'en plus ils l'ont coupé et finalement ils ont dit on va la laisser tourner, hein. Je pense qu'ils ont... Qui a mis sur pause et tu sais, ils l'ont laissé traîner trop longtemps, ils ont coupé vite fait, et on leur a dit non, bah c'est pas grave, laissez. Et on termine avec ce truc complètement hallucinant là, où Finn Balor monte sur le coin du ring, et le coin du ring lâche, la lumière se rallume. Oui. Il a mal au genou, il tombait sur les couilles. Et il se fait emplâtrer par Roman Reigns à l'ancienne. Les montagnes russes, quoi, la tristesse absolue. On a alors le bon point quand même, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont tellement maintenant bien construit Roman Reigns qu'on arrive quand même à avaler la pilule, presque. J'ai envie de dire, quand le pay-per-view se termine avec Roman Reigns qui lève la ceinture, il a quand même cette aura qui fait qu'on se dit, bah ouais, le mec il est imbattable, il a même réussi à battre le démon. Il y a cette histoire de Roman Reigns qui regarde le ciel. Visiblement, il va jouer peut-être les Illuminés sauvés par Dieu dans les prochains épisodes. Voilà. Ça prouve quand même qu'ils ont passé un cap avec Roman Reigns. Alors par contre, pour Finn Balor, moi j'ai peur qu'il passe vraiment trop pour un con à la fin, et que... Alors j'ai pas l'impression que tout le monde le vit comme ça, parce que des réactions que j'ai vues, beaucoup trouvent que finalement il était à 2 doigts de gagner le match,
il arrivera à rebondir. Mais pour moi, il est vraiment trop passé pour un con. C'était vraiment mal foutu ce finish. Enfin, c'était complètement hallucinant. Et pour moi, pour qu'il revienne dans la partie, il faut au moins qu'il gagne le Royal Rumble ou un truc comme ça derrière Baylor. Il a déjà beaucoup souffert du booking sur les années qui se sont écoulées. Et pour moi, ce mec, il a quand même de quoi aller évidemment dans le main event. Mais j'ai peur qu'ils aient foiré le coup comme ils ont foiré le coup avec The Fiend à l'époque de Hell in a Cell. Alors je sais que toi, Yarem, t'avais beaucoup aimé le match Hell in a Cell. Moi, je l'ai pas détesté non plus, mais je trouvais que ça tuait d'emblée le personnage de The Fiend. Et là, j'ai peur qu'ils aient tué le personnage du démon et enterré un petit peu Finn Balor dans l'histoire. Donc, avec un peu de chance, il va peut-être aller se faire drafter à Raw et se refaire la cerise ou la fraise, comme on aime bien le dire chez nous. Mais bon, le match, la Mirabelle, allez, hein, chez nous c'est plutôt ça. On se refait la Mirabelle. Mais bon, après, pour le reste, tout le match était vraiment bien. Effectivement, ça m'a rappelé ce fabuleux match entre Roman Reigns et AJ Styles il y a quelques années. Chapeau à Roman Reigns qui va dans la foule et tout et qui va faire le spectacle, quoi. Il se repose pas sur ses lauriers. Voilà, c'est vraiment dommage l'exécution du finish qui est à mes yeux quand même complètement pourri, quoi. Bon, Géliel, je crois qu'on vient de mettre le doigt sur ce qui t'a un petit peu, on va dire, dérangé dans ce main event. Ah, carrément. Et puis alors, vraiment, les montagnes russes, c'est vraiment le bon truc, quoi, parce que c'est quand même bien monté durant le match, qui est quand même dingue, quoi. Enfin, franchement, Ouais. on a un Roman Reigns au top. Alors, hormis son intro qui commence à être vraiment longue, on sent c'est Undertaker-like. Dans 10 ans, s'il l'a fait en 2 ans, 2 fois moins vite, là, il prend tout le kick-off. Mais hormis ça, on a vraiment deux très bons catcheurs, un super match. Montagne russe, parce que quand les Ouzo arrivent, je crois pas être le seul à avoir dire oh, putain, non, merde, Ouais, pour moi, putain, c'était non. foutu aussi, là, à ce moment-là. Voilà. Finalement, il arrive à s'en ressortir, il reprend le dessus. Après, il y a une partie avec. Avant, il y avait la partie accessoire qui était sympa, mais qui continue à monter. Et puis alors après, il y a encore ce spire de fou de Roman Reigns. On sent qu'il est coupé en deux. Il y en a 2 morceaux de Baylor, à gauche ou à droite. Mais pareil, on est debout. Et puis alors après, patatras quand même, quoi. C'est entre rire et larmes, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, même, en fait? C'est quoi? C'est vrai que quand les lumières se rallument, c'est navrant. Ouais. Non, mais vraiment, le gars, il bouge, mais pas en rythme. Il y a les trucs. En plus, je pense que c'est hyper dur parce qu'il a les yeux quasiment fermés. Deviner sans son rythme d'intro à quel moment il doit sautiller. Il sautille pas au bon moment. Et puis, comme avec la pastille d'Alexa Bliss, quoi, on est bien fixé sur lui. On peut pas le rater, hein. Il a bien 2 secondes de décalage avec le rebond. Bon, finalement, il se relève. Gimmick démonte. Pas mal, bon, ok, très bien. Quand il se relève, c'est impressionnant quand même. Ouais, je trouve que justement, le bon point, juste pour faire la petite parenthèse, je trouve que le bon point de ce build-là, c'est que ça donne du sens au démon, un rôle, toi. Genre, ah oui, il y a ce second souffle dont tu as parlé, Ringside. Et bon, peu importe de la fin du match, je trouve que voilà, on a trouvé quelque chose de très organique qui va pouvoir éventuellement réutiliser plus tard. Ouais, et ça rend vraiment bien. Par contre, pas de chance. Les mecs, ils avaient qu'un seul MP3, c'est celui avec la musique entière. Ils n'avaient pas que le début de l'intro. Du coup, ils ont laissé dérouler le truc, il y a eu toute la musique. Donc pareil, à nouveau, Montagne Russe, mais pourquoi il y a la musique? Et puis derrière, il monte, et puis on voit qu'il sautille et qu'il attend, il attend que ça tombe. Ouais. Enfin, on se demande quand même vraiment ce qu'il fout pour pas sauter dessus. Et puis après, il tombe, il se fait mal au genou. Enfin, au secours, quoi, au secours. Mais vraiment, le rire, les larmes grotesques. Et puis, bon, finalement, Roman qui gagne, alors que moi, je crève d'envie de voir Finn Balor, pareil, prendre une grosse ceinture. Et j'étais déception, parce qu'en plus, je sais que derrière, ça va enchaîner sur Brock Lesnar, etc., ils nous l'ont déjà vendu, le truc. Donc déçu, hyper fâché. Et puis en plus, je suis même pas sûr d'avoir compris vraiment tout ce qu'ils voulaient faire, en fait. Voilà. Donc, le truc qui casse, là, c'est tellement raté. Je suis pas sûr d'avoir vraiment compris que c'était cassé et qu'il n'y avait pas autre chose qu'ils ont foiré en plus de tout ce qu'ils ont foiré avant, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on se demande. Une explication. Ouais, c'était très chaotique, comme vous l'avez dit, il y avait le brouillard, la musique, enfin c'était le bordel en fait, on voyait rien, on n'entendait rien, on comprenait rien. Et que c'est quand une fois que toutes les lumières se rallument
qu'on comprend non pas ce qui s'est passé, mais que il est tombé quoi. Et que du coup J'ai c'est glissé, chef. et que c'est foutu. Le démon qui se relève, par contre, il s'est fait mal au genou. Ouais, bon, Papy, on a assisté à quoi là? Une intervention divine ou juste un mec qui a glissé malheureusement là? Ah, bah, c'est pas un mec qui a glissé, là. Pour moi, il y a deux pistes qui se détachent, soit l'intervention divine, mais il va falloir la chercher très loin quand même, parce que Dieu qui veut aider Roman, je sais pas ce qu'il a mérité pour qu'on fasse ça. Et surtout que Ou Dieu, le- je crois qu'il a signé à la All Elite Wrestling, mais Ouais, Ah bon? pas sûr. Ah, lui aussi, Ouais, il a il reçu des me valises de semble, il y billets. a des rumeurs, alors je sais pas. Bodies on l'élite. C'est ça, l'élite. Mais surtout, plutôt la piste du sabotage dans ces cas-là. On peut imaginer, surtout avec Roman qui va se vanter d'être soutenu, alors que. Parce que mine de rien, c'est comme sur le film de Finn Balor où on sait très bien qu'il a monté sur les cordes. Donc, tu peux, quitte à saboter quelque chose, tu peux très bien le saboter. D'ailleurs, je suis pas d'accord quand on dit que c'est. Enfin, j'ai pu lire notamment Tonton dire que c'est un botch. Je vois pas de botch là-dedans, en fait. À la limite, c'est du Non, mais- mauvais goût, ou alors ça peut être apprécié différemment. Mais pour moi, ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient faire. Après, t'apprécies, t'apprécies pas, mais le coup des cordes qui pètent et le turnbuckle qui s'effondre, il était quand même assez bien, je trouvais, mis en œuvre parce que ça pétait d'un coup, quoi. Bon, certes, il a fait l'équilibriste pendant quelques secondes avant, tu pouvais te douter qu'il allait se passer un truc, mais bon, Ça a à mis part du temps, quand ça, même. il a mis un peu de temps. Bon, après, c'est pas non plus 2 heures, C'est hein, difficile de quelques s'attendre à ça secondes. quand même. Hein. Il faut quand même qu'il se positionne, quoi, le gars, Mm. avant Je crois qu'il avant va qu'il se fasse passer péter les quelque cordes. chose, mais bon, tu t'imagines pas que ça va être ça quoi. C'est ça. Mais s'il lui faut péter les cordes alors qu'il est en train de monter sur le truc, ça peut lui faire bobo comme Ouais. à Finn Balor, parce que les cordes, c'est des câbles tendus, quoi. Donc s'il se les prend dans la gueule, Oui, là, faire le démon, il va souffrir comme sa race, quoi. un sabotage en toute sécurité, voilà, sans victime. Voilà, un sabotage safe, un sabotage PG. PG. Mais voilà, et sinon, après, ouais, il y a. Moi, je trouve que c'est un match super. Alors, la exactement exécuté comme je l'aurais souhaité. C'est-à-dire, effectivement, les mouvements au sol étaient pas terribles. Par contre, le moment où il se relève, où il défonce la gueule de tout le monde, j'ai trouvé ça monstrueux parce que Rick Stein en a parlé et j'ai l'air rebondi dessus. Mais enfin, la pop de Finn Balor quand il fait ça, alors que le mec il sort d'NXT, comme NXT, c'est un mouroir à pop, quoi. Tu vas là-bas, c'est terminé. Il est revenu dans le main roster, personne ne savait qui c'était, quoi. Le public s'en foutait, mais royalement de Finn Balor. C'était à chaque fois l'aspiration à pop. Dès qu'il rentrait, Regardez, c'était c'est le mec qui va ouh. glisser sur la 3e corde bientôt. Voilà, et non, mais franchement, je trouve que là, il est bien hyper boosté avec cette histoire de démon et cette remontée finale, il était bien top. Le finish, quoi, ouais, à voir ce que ça donnera. Moi, j'aimerais bien qu'il rebondisse. J'aimerais bien vraiment que ça parte dans l'histoire du sabotage, parce que l'histoire divine, je pense que c'est trop casse-gueule. Et puis qu'après, voilà, il garde son personnage de démon, il garde la pop qu'il a gagnée. Il peut faire de grandes choses derrière, mais moi, je suis pas choqué plus que ça. Et du coup, ça n'a pas chopé des 5-6 étoiles à cause de ce finish un peu tordu, mais pas là non plus à toucher la poubelle, quoi. Ouais, non, mais après, les deux sont pas incompatibles. Tu peux avoir un Roman Reigns qui. Enfin, il n'y a pas une intervention divine, mais comme le disait Ringside au début, il dit regardez, enfin, même Dieu est de mon côté, mais genre, Dieu, c'est personne en fait, toi, même Dieu de mon côté, genre, la chance, c'est aussi de mon côté, mais la chance, elle vient vers les mecs qui sont en force, quoi. Et puis après, à la fin, il fait cette promo, et puis à la fin de la promo, il fait non, mais évidemment que c'est pas Dieu, évidemment que c'est les cousins qui ont saboté. On est la bloodline, nous. On run the WWE, voilà. Donc, évidemment qu'on a saboté le ring. Mais en plus, enfin, je sais pas vous, moi, le coup du dieu, etc. Au début, c'est les Usos qui ont le bras en l'air et qui regardent. Moi, je croyais qu'ils regardaient dans les rafters s'il y avait pas un truc qui était en train de tomber ou un truc qui s'était détaché ou un truc comme ça. Je me suis dit, putain, il y a eu un problème technique, en fait. Parce qu'ils regardaient quand même vraiment un truc précis. Alors que quand tu regardes Dieu ou loin, t'as une espèce de regard un peu lointain, un peu perdu, comme a fait Roman Reigns d'ailleurs. C'est pour ça que là, vous parlez du truc de Dieu, ou de la chance. Mais au début, je pensais vraiment qu'il y avait un truc technique quand j'ai vu les Usos le faire. Ouais, moi aussi, hein. Je t'avoue que sur le coup, je me suis dit, putain, merde. Enfin, oh la vache, quel est le con qui a pas préparé les cordes. Puis après, je me suis souvenu de cette image de Sheamus qui a fait le couillon pendant 15 minutes sur le même Ah turnbuckle de match avant. Je me suis dit, attends, c'est peut-être l'Irlandais qui est con, là. Il a body avec sa danse, là. Qui a usé la corde juste ce qu'il fallait. Ça, c'est parce que, Non, mais le voilà, coup du. c'est Ouais. deux Irlandais et à mon avis, t'es pas content de pas être Irlandais du main event, toi. Eh ben, on Ah, leur c'est donne ça, une en c'est fait. la malédiction hollandaise.
Mais le coup du doigt levé, en fait, ils le font depuis quelques semaines. Là, les Usos et Roman Reigns, c'est un peu leur gimmick maintenant de la Bloodline. En fait, c'est le signe de ralliement quand ils Ouais, lèvent le Mm. doigt. Et... Je trouvais. Enfin, tu vois. Ouais, Pas alors moins. peut-être pas. Bon, écoutez, en tout cas, on aura sûrement la réponse ou pas très Ouais, prochainement, mais j'espère. peut-être, peut-être pas. Ouais, il faudrait qu'ils en fassent quelque chose, toi, hein. Il faut. Ouais, même si c'est dure qu'une journée, mais qu'ils fassent au moins une petite référence, quoi. Qu'ils fassent pas Ah, non, pouf, il s'est bon. passé et c'est Mm. terminé, on fait le draft et puis voilà, dégage Finn Balor, quoi. Ouais, voilà, merci d'avoir essayé. Bon, en tout cas, voilà, on se termine sur des grosses montagnes russes, mais quand même un gros match une fois de plus. Ah bah, 5e gros match de la soirée ou 6e, je ne sais plus à quel nombre de matchs on était rendu. Il y avait combien de matchs en tout? 5, 6? 6 plus 1. Ouais, 6 plus 1. Voilà, hein, je pense que là, on était gâtés entre les cordes, un peu moins sur les cordes pour Finn Balor. Il fallait rester entre les cordes aussi. Bah voilà, tu vois le con là. Voilà ce qui se passe. Du coup, ça va être l'heure du mot de la fin. Si vous voulez bien, mesdames et messieurs, bah, on va commencer avec tiens, Papy, toi qui avais encore le micro, tout chaud là. Si tu veux bien nous dire un petit peu, nous partager ton flop, ton top et ta note, s'il te plaît, pour ce Extreme Rules, pas trop extrême, 2021. Ça marche, eh ben, c'est très bien de passer au premier, comme ça j'ai plein de choix. Et ben, je vais faire des top et flop extrêmes, puisque je vais donner mon flop à l'opener. Alors c'est un flop gentil, hein, parce que c'est un flop juste parce que je trouvais qu'il était un poil en dessous des autres, que bah, comme il n'a pas été buildé, bah, c'est ça qui manquait en fait. Et quand tu compares à tous les autres où il y avait bah, du coup un build et une histoire racontée durant le match, hein, parce que c'est le cas pour les 5 autres avec une histoire racontée à chaque fois, bah, du coup celui-là est un bon match mais sans plus. Donc du coup je lui mets mon flop pour ça, pour être bon sans plus. Mon top, et ben moi je le donne au main event juste pour faire chier tout le monde. Parce que j'ai trouvé en fait qu'il était super le main event et que bah, t'en sortais avec les deux gars super renforcés. Ça aurait pu être le match des filles juste avant, qui était aussi très très haut niveau. Mais bon, je pense que d'autres gens vont le dire, donc du coup, bah, je le donne au main event. Ta note alors, s'il te plaît. Et ma note, ma note. Et ben, ma note, c'est un bon 375 qui est globalement, je crois, ma meilleure note de l'année pour les pay-per-view. Oh, effectivement, voilà. N'oubliez pas que nous notons sur 10 hein, à Ketchup. Ringside, toi tu rigoles, bah vas-y, tu rigoles, Ouais, tu oui. parles. Donc, toujours à rigoler dans mon coin, tu me connais, un peu comme Diabolo, de Satanas et Diabolo. Bah moi, je vais mettre en top la triple frite entre Damian Priest, Sheamus et Jeff Hardy, qui était vraiment du calibre de main event. C'était vraiment cool. Vraiment du bon boulot. Et puis trois mecs qui sont au top. Voilà, pariez dessus, la WWE. Allez-y, mettez-les nous à l'antenne. On en veut plus de Sheamus, Hardy et Damian Priest. Le flop. Alors, je pourrais le mettre dans le Baylor qui s'écrase comme une merde, mais comme je disais, derrière, il y a Roman Reigns qui sauve le truc quand même. Donc moi, le flop, je vais le donner à la pastille Vicks Vaporub là, d'Alexa Bliss qui n'a pas fonctionné. Ça, c'était quand même triste à voir. Surtout qu'elle avait fait du bon boulot. Ouais. Franchement, j'espère que l'accessoiriste, il va être viré, il va faire partie de la nouvelle charrette. Charrette. Et puis je vais mettre aussi un bon 3,75. Hein. Je pense que c'est largement mérité. Ça, ils perdent beaucoup de points avec le finish qui fait beaucoup de tort au démon Finn Balor. Mais dans l'absolu, on a vraiment eu que des bons matchs. Donc c'était quand même un. Je pense qu'il vaut le coup d'œil ce pay-per-view. J'ai vraiment passé un bon moment. Je suis content de voir une WWE finalement aussi en forme avec des mecs qui ont l'air d'en vouloir hein, dans le ring. Et des filles aussi. C'est quand même du très très haut niveau là ce soir. Génial. Alors moi j'ai réussi à récupérer le top flop note de Gaël, donc je vais commencer avec lui. Donc son top pour lui c'est le match entre Becky Lynch et Bianca Belair. Super match malgré la fin de l'intervention de Sasha Banks qui donne pas de victoire dans l'immédiat. Mais c'était vraiment son gros match. Le flop pour lui c'était la fin de match entre Roman Reigns et Finn Balor. Et du coup, il a été très marqué par ça et donc il a donné un 2,75. Alors, c'est la moyenne, mais c'est quand même faible.
comme note. Ils sont durs, les millennials. Oh là 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 là, pas de cadeau, hein. Alors, sanction immédiate. Ouais. Et Voilà, il vient de cancel la WWE. Là. Boum, toc. pour toute la nuit, je pense, direct, complètement. Et de mon côté, alors j'avais aussi alors sur le top, moi alors tu l'as dit Ringside, je crois, sur le triple menace que j'ai trouvé vraiment vraiment super bon et j'en redemande clairement. Et quitte à ce qui se passe les Durable. ceintures, ouais, qui se passe les ceintures, mais les trois là, il y a une vraiment bonne alchimie et Jeff Hardy. Ok, hein, pas de problème, il a maintenant 75 ans, mais il fait encore il fait encore le taf, quoi. Et donc, c'est vraiment super sympa. Je lui mets également. Et puis, j'avais mon flop sur la fin de match également entre Roman Reigns et Finn Balor, parce que je suis déçu que Finn Balor, effectivement, passe à côté une fois de plus. Et puis, j'ai l'impression que le truc passe encore une fois sans lui et que c'est reparti pour un tour. Mais je vais le mettre. J'ai plus vu que d'habitude de petits botches à gauche à droite, donc globalement pour je sais pas, une exécution peut-être un peu en dessous de ce qu'on a peut-être l'habitude de voir en pay-per-view. Mais je vais contrebalancer ce flop-là parce que, comme tu viens de le dire, je les ai trouvés vachement engagés et vachement impliqués. Et je trouve ça pas mal dans cette période où ça bataille avec la AEW, où on sent que peut-être la WWE perd la main ou perd un peu le règne qu'elle pouvait avoir, que ça bataille au niveau des bookings, au niveau de la direction, mais qu'on sente aussi peut-être en fait les gars qui sont dedans batailler et impliquer aussi pour en faire plus. Et j'attribue ça à un petit peu plus d'engagement. Mais je mets quand même mon petit flop à cette excès d'engagement qui entraîne des petits botches de temps en temps à gauche à droite, quoi. Et puis ma note, j'ai quand même passé un bon moment, moi, même si j'ai pleuré à la fin, mais ça c'est souvent dans les drames. Et je mettrais un 3,25. Allez, 3,25. Voilà. 3,25. Ok. Bon, avant de vous donner mon avis, ça va être la minute pas contente, puisque on a aussi l'avis de nos camarades. Ah oui, il y a les camarades pas contents alors. Tonton Chris, à chaque fois que je lis son avis à l'antenne, c'est pas content. Quoique, il y a encore plus pas content que lui. Alors, je sais de faire très rapidement. Avis d'Extreme Rules pour Tonton Chris. C'était pas dégueu, moins de 3 heures, assez digeste, mais des fois rush. Sur toute la ligne, sur cette fin du main event, j'imagine que vous en parlerez longuement. Oui, t'inquiète pas, c'est ce qu'on a fait. Oh là là, il parle beaucoup trop. Il faudrait qu'on fasse une nouvelle règle, pas plus de 150 caractères. Ouais. Je vais donner juste son top et son flop. Hein. Son top, hommage de Becky Lynch et Bianca et ce retour tonitruant de Sasha Banks. Et enfin, le flop, quoi d'autre que le botch? Ah oui, le fameux botch dont parlait Papy. Hein. Il considère que la fin du main event est un botch. Voilà. Donc là, il dit que c'est un botch pourrave de la fin qui vient gâcher un match gargantuesque de 20 minutes. Une sacrée merde. Pour l'impression globale du segment, ça a tué le public. Et il dit que c'est digne des plus belles heures de IRM au Survivor Series. J'imagine qu'il fait référence à ma belle pancarte. Donc ça me situe le niveau du botch. Pas très sympa. J'ai pas fait le déplacement pour rien. Il s'en est pas remis, mais comme une note de 3,25. Donc voilà. Donc lui, ça ira. Par contre, Zigote, pas content du tout non plus. Il a dit qu'il va pas faire un pavé comme Tonton, mais derrière il fait un énorme pavé. Du coup, je vais la même taille les deux. La même taille, c'est exactement. Du coup, je vais vous lire juste son top et son flop et sa note. Top, la triple frite, effectivement un match qui a récolté beaucoup d'avis positifs. Et flop, tout ce merdier dans le main event. Vous voyez, on a un langage très fleuri chez Ketchup, très diversifié autour des excréments. Ça m'a foutu en l'air ce pay-per-view qui s'est laissé très bien regarder. Donc, Zigote, Chris, soirée gâchée. Ils se rendent malades, les pauvres. Ils étaient pas bien. 2 jours d'arrêt, évidemment. 2 jours d'arrêt maladie ce pay-per-view. Et que se sont portés pâles. 2,75 pour un pay-per-view de transition. Au-dessus de ses attentes quand même. Des combats de très bonne qualité. C'est le but pour moi quand je regarde un pay-per-view. En revanche, je suis public en demi-teinte. Tout le bazar en main event. Et surtout, ce qui moi sera mon flop, très bonne transition Jean-Michel, un pay-per-view à thème avec un seul match à stipulation extrême. Où sont passées les stipulations extrêmes dans ce Extreme Rules? Moi, c'est
mon flop, hein. C'est mon flop. Mon top, je vais le donner quand même à ce main event, malgré cette fin très brouillonne. Il y avait de l'intensité, et j'ai la raison. On sent qu'on a des catcheurs et des catcheuses qui se donnent à 200% là. Et ça se ressent tout de suite. Hein. Quand j'avais fait l'analyse du Dynamite, j'avais dit ouais, la AEW, les mecs sont vivants, ils ont l'air en vie. Ben, j'ai trouvé qu'à WWE là, ils étaient en vie là ce soir, ils avaient envie de se donner à fond. Et pour moi, donc un 3,75 pour ce bon pay-per-view. Alors, voilà. La thématique, on s'en fout complètement, on la met de côté. Pour le reste, c'était quand même du gros spectacle. Hein. Du gros spectacle. Finalement, il n'y a aucun match à jeter vraiment. Hein. Donc, bah voilà, on est bien parti là, mes chers collègues, là, pour cette saison automnale. On sait souvent que des fois à l'automne, on se fait un petit peu chier à WWE. Mais là, avec la draft qui s'annonce, bah, peut-être qu'on va pas tant se faire chier finalement pour ce qui arrive. On va passer une bonne semaine, je pense. Ouais, Une semaine de draft, là. Semaine de draft. Alors ça commence à SmackDown, hein, attention, pas Monday Night Raw, ça commence à Monday SmackDown. Night Raw, on a déjà un match de championnat entre Biggie Voilà, et gros match Lashley, de Biggie hein. entre. Eh oui, C'est pas bah oui, rien, ça, alors, quand même. le En fameux match, opener d'euro en plus. le fameux Ouais, match en qui est booké pendant le pay-per-view. Alors, ouais, Et on bon, book Raw maintenant, hein, pendant les pay-per-view. voilà, vous en La tirez règle est vos inversée, hein. propres conclusions, évidemment. Donc la Fox qui a encore les faveurs de WWE une fois de plus, hein, Fox qui aura la première session de draft, et puis après à Monday Night Raw, on fera évidemment le débrief de tout ça, on en reparlera longuement. C'est l'heure de se quitter, mes amis, pour cette review d'Extreme Rules. Je te remercie, Géliel, d'être venu, et on remercie évidemment Gaël, hein, pour sa présence. C'était vraiment cool d'avoir l'avis d'un, on va dire, millénial, d'un jeune, quoi, hein, qui est venu un petit peu nous donner ce qu'il avait pensé. Donc merci à vous deux. Bah, merci IRM, et puis merci à tous pour cette belle review. On a passé un bon moment, je trouve. Merci à toi, Papy, d'être venu et puis de nous avoir éclairé une fois de plus avec toute ta verve et toutes tes connaissances et ta fine analyse. Hein. C'est beau, j'ai envie de pleurer. Non, mais merci pour ce moment extrême que nous avons pu partager. Voilà, il y avait plus de stipulations extrêmes entre nous que dans le pay-per-view. Ah oui, c'est vrai. Et puis bah merci à Ringside d'être venu malgré tout. Voilà, on a eu peur. Hein. Quand t'es pas venu pour le pré-show, on s'est dit là, il va nous la faire à l'envers. Il va glisser la troisième corde là. Ah bah, merci d'avoir laissé la porte ouverte pour que je puisse rentrer quand je suis en retard. Effectivement, j'étais coincé sur le périph'. Mais voilà, mais très, très heureux d'avoir participé à cette review de Extreme Rules. 10 tours de périph' qu'il a fait avant de trouver la bonne sortie. Ah, j'ai toujours du mal, moi, avec ces trucs. Ah, c'est obligé, les studios, merde. Ah, putain, obligé de Attends, ils sont encore en train de parler du pré-show. Non, je fais encore un tour. C'est ça. Attends. Bon, bah évidemment, je vous rappelle, Catch Up, c'est votre podcast qui analyse toutes les semaines les shows de la WWE, les weekly, les pay-per-view, la totale. Vous pouvez nous retrouver évidemment au format podcast audio sur toutes les plateformes habituelles. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud et j'en passe, c'est des meilleurs. YouTube pour la version vidéo, mais également pour laisser vos commentaires et nous dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view qui a peut-être divisé. En tout cas, le main event, le finisher de ce main event a dû diviser. Dites-nous ce que vous avez pensé du sort de ce pauvre Finn Balor, votre top, votre flop et votre note. Rejoignez-nous également sur le Discord. Le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, c'est très simple. Catch Up CDC pour Twitter, Facebook et Instagram. Je vous remercie évidemment une fois de plus de nous suivre chaque semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut à tous. Salut à tous. Ciao, bye bye. Bah nous aussi, hein, les vieux, on va aller se coucher, on va faire comme Gaël. Hein. Ah, moi, je suis mort là. La viande dans le torchon.